La mort n'est qu'un moment de la vie pour celui ou celle qui a su aimer et surtout être aimé. D'ailleurs, la seule vraie lutte contre la mort, c'est la création. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 19 octobre de l'an de grâce 2020 pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes lundi, eh bien, bonne journée à vous, bonne semaine et surtout bon début de semaine également. Bienvenue à toutes et à tous, nous vous savons très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Occasion pour nous de rendre hommage ce matin à un grand homme. Il s'appelait René Jacques Wourli Massaga, alias Commandant Kisamba. L'un des derniers combattants révolutionnaires du Cameroun a rendu l'âme ce samedi 17 octobre 2020 à Yaoundé. Eh bien, il faut préciser par ailleurs qu'il est né le 26 janvier 1936. Il a eu un doctorat en mathématiques à l'université Sorbonne en 1960. Eh bien, l'un des derniers survivants de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, eh bien, nous a quittés. Voilà pourquoi nous lui rendons hommage ce matin en déclarant haut et fort que la mort est une chose certaine seulement quand elle arrive. Les deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Jackson Jock, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé. Je salue également ceux qui nous regardent du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Eh bien, je vous souhaite bon début de semaine. Hein. Merci, bon début de semaine. J'espère que le week-end a été. Oui, bien. Vous savez que le week-end... cette fois, il n'y a plus assez de pluie, donc on a le temps de sortir. Oui, mais il ne faut pas également oublier que la chaleur arrive également. Hein, oui, absolument. Nous sommes obligés, nous sommes à la zone équatoriale et donc il y a la saison sèche et la saison de pluie. On est obligé de vivre avec. En tout cas, heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin, en grande forme d'ailleurs, j'espère. Marguerite Venachus, good morning and welcome. Good morning, Steve. And good morning to our viewers this first day of the week. Steve, permit me greet people in Fako division of the Southwest region. You know, Fako division where there has been problems between the administrators and the traditional rulers. And from information we are getting is that the traditional rulers and elites are being humbled because they are, you know, they are mafia. The mafia they are building in the society are being, you know, is being unraveled, being opened. As you remember, the court cancelled some appointments or some positionings that were made for the recent or upcoming regional elections for the House of Chiefs down there in Fako, accepting some chiefs that were refused by the, according to papers, by the Fako SDO and honorable, you know, in that part of the... On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. How's it? Steve, I'm doing fine. Le week-end a été, j'espère également. It was quite relaxing, Steve. I'm fine. Permettez-moi également de faire un hommage et surtout très appuyé d'ailleurs ce matin à la grande famille de ce grand homme, René Jacques Wourli Massaga, alias Commandant Kisamba, l'un des derniers combattants révolutionnaires qui a rendu l'âme ce samedi 17 octobre 2020. C'est du côté de Yaoundé, c'était dans une clinique. Il est né le 26 janvier 1936. Il a eu son doctorat en mathématiques du côté de l'université de Sorbonne en 1960. Il faut préciser par ailleurs qu'il est l'un des derniers survivants de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il nous a quittés et pour cela, eh bien, mes condoléances à toute la famille si durement éprouvée et sans oublier à tous les Camerounais, à tous les partisans d'ailleurs de l'UPC qui l'ont connu et qui l'ont considéré comme étant un bagarreur. Voilà pourquoi il a eu le ton, il faut le dire d'ailleurs, on lui a donné le nom de Commandant Kisamba. Allez, ça va justement pourquoi. Mesdames, messieurs, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Vous l'avez compris, c'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Marguerite Venachus. We begin this new week, Monday, October 19th, 2020, from the Guardian Post newspaper in the Southwest region saying Ndian S. Dio accused of imposing non-native as a Kondo Titi ruler. But the administrator, as we read on page 3, fires back saying accusers are disgruntled because he refused bribe from them. The paper says Chief Designate Nawango Atia Manfred insists that he was overwhelmingly chosen by youth, women and men of a Kondo Titi. They're still in the Southwest region in Lebialem. We read on page 2 that the military frees 11 hostages from Amba captivity after an operation carried out by the BI after the dreaded General Ayike was neutralized last week.
The Sun newspaper informs us that Pamo's new team gets hilarious welcome in Indian by workers and the population. The paper tells us on page 4 that they have been tasked to create direct and indirect employment, rehabilitate oil mills, and acquire new factory for Lobe Estate and other tasks given them. Then still in the Southwest region, the paper tells us on page 2 that Kumba City mayoral elections comes up on October 22nd with Ngonkele facing Greg Mewano. And on page 6 we read that armed security officers implicated in a plot to seize UB land, but the UB Vice Chancellor, Professor Ngomo, stands his grounds. The Post newspaper comes back on page 2 to the takeoff of taxes on phones, saying it failed because of absence of interconnection. Then on page 9, the paper informs us that Manauda Malashi finally buckles under Ngongo's sovereignty as he has dismantled specialized COVID-19 treatment centers, while Cameroon is squatting for billions to repair damages on stadia. We take the Median newspaper on page 5 that says, as anxiety ahead of 22nd October increases, can CPDM impose a city mayor in Kumba, as councillors of Kumba will elect a new city mayor this Thursday. They ask who are the main challenges and power brokers looking at the stakes. Then still on page 5, the Median newspaper in the Southwest region says, Fako SDO and Honorable Lifaka humbles as court dismantles fraud machine, rehabilitating chiefs. The paper tells us that candidates celebrated their victory. On page 6, we read that striking CDC workers demand 13-month salary arrears within this difficult back to school. The Star newspaper in education, 2 weeks into the 2020-2021 academic year, on page 2, concludes that it's great enthusiasm. The paper tells us that Minister Nalova launches tree planting exercise, that most IDPs are noted to have returned, and over 35,000 enrolled for 2020-2021 academic year in Fako division. And in sport, after sports minister's Shan inspection tour, the paper notes that there are lack of buses, change of fan zones, asking if these are most pressing concerns for host city, Limbe. The Eden newspaper in an exclusive publication says, NASLA boss speaks after inaugural board meeting, saying, NASLA is your school, a vector of development, cherish it, indicating that meritocracy would be their hallmark as they are in a fight against poverty and youth unemployment, calling on councils to make provisions for their staff training. On page 3, we read that the University of Buea admits over 7,500 undergraduates. Then about the University of Buea, the Advocate newspaper on page 2 in their land saga says the Vice Chancellor stands firm, saying any non-UB property on the land shall be destroyed, and Prime Minister insists that Supreme Court verdict is final. Then the paper tells us that after killing Ayeke, freed hostages reunite with their families. We take the government on Cameroon Tribune on page 8, talking about public investment, saying there are more than 230,000 jobs in 2020. The paper tells us that this comes from the projected study presented by the Minister of Employment and Vocational Training and the International Labour Office for this year, marked by the COVID-19 pandemic. And the paper talks of reviewing sectors with strong potentials. Then over in the Adamawa region, the paper informs us that diverse gifts offered by the founding president of SERAC, Mrs. Chantal Biya, were distributed on Saturday, October 17, to the beneficiaries in Vina Division by the special representative of the First Lady, Kulsumi Al-Haj Bukar. I got it. On page 9, the paper tells us that after finalizing administrative procedures to relaunch activities of Cameco, the national carrier resumed her activities yesterday for domestic flight. Out of Cameroon, we take the Sowetan Live newspaper in South Africa that says a Limpopo municipality's decision
to purchase a double-story office building at a cost of 135 million rand has set tongues wagging in council, with opposition parties claiming the price was inflated. In Nigeria, the Vanguard newspaper writes that renowned constitutional lawyer and human rights activist Mike Ozekwome has said the position of prominent leaders on the recent disbandment of SARS by the federal government has again validated the need to urgently restructure the country. He was speaking against the backdrop of remarks credited to the chairman. In East Africa, the national newspaper in Kenya says ODM leaders Raila Odinga on Sunday took the Building Bridges Initiative campaign to his home country in Siaya and declared that the push to enact a new constitution and build a new Kenya is unstoppable, as Nation newspaper tells us in Kenya this morning. We remain in East Africa, in Uganda, with the Daily Monitor newspaper that reports that police at Tembe International Airport have arrested 11 intending travelers after they were found with forged COVID-19 negative test certificates, just as after Uganda's virus cases reached 10,590 on Sunday. In a similar story, the Herald newspaper in Zimbabwe says staff at 2 public hospitals and laboratories are charging between 20 to 40 US dollars to corruptly issue fake COVID-19 certificates to individuals who need them for international travel without conducting the necessary test. On their part, the New Times newspaper in Rwanda says COVID-19 treatment centers are being closed as cases ease, as Rwanda continues to experience a surge in recoveries and a reduction of the number of active cases. We end in Russia with the Moscow Times newspaper that says Belarusian police on Sunday detained more than 200 people as tens of thousands march against strongman Alexander Lukashenko in defiance of police threats to open fire after weeks of demonstrations. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Monday morning. Toujours une démonstration de force du côté de la Biélorussie. Il faut préciser par là que là-bas, de ce côté, les populations sont toujours dans la rue pour dire non à Loukachenko. Allez savoir justement pourquoi. Pendant ce temps, le Cameroun Insider nous fait savoir ce matin que, parlant des régionales, des élections régionales prochaines, les femmes veulent être entendues. C'est le titre retenu par nos confrères du Cameroun Insider ce matin. Pendant ce temps, The Guardian Post nous fait savoir que du côté de Ndia, le SDO est toujours accusé d'avoir imposé les non-natifs, les personnes qui ne sont pas nés de ce côté-là, comme dirigeants, et bien sûr, des Kondo Titi, si je ne me trompe pas d'ailleurs sur l'information. Pendant ce temps, Newswatch nous parle toujours de ce scandale du côté de l'ENAM. Eh bien, scandale, en tout cas, d'examen d'entrée dans cette école. Un seul candidat anglophone du MINDEF sur la liste d'attente jusqu'à preuve de contraire. Il est le seul et l'unique d'ailleurs. C'est ça aussi le Cameroun. The Advocate nous fait savoir ce matin, parlant de l'université de Boya, que le vice-chancelier reste toujours ferme. Je pense que c'est le titre. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Diok ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui nous renseigne concernant l'investissement public. Plus de 230 000 emplois en 2020. Selon le journal à capitaux publics, le chiffre représente les prévisions qui ressortent d'une étude présentée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et le Bureau international du travail pour cette année marquée par la crise du Covid-19. Revue des secteurs à fort potentiel, c'est à lire en page 8 du quotidien Cameroun Tribune de ce jour. À lire dans les colonnes du même journal, vol domestique, Camerco reprend du service après l'aboutissement des procédures administratives liées à la relance de ses activités. La compagnie aérienne nationale a donc recommencé hier à desservir les lignes intérieures. Concours administratif, l'ENAM d'un scandale à un autre nous fait savoir défi actuel qui parle de corruption, non-respect des quotas, népotisme, fraude. Comme souvent, la publication des résultats d'administration déchaîne justement un flot d'accusations et de frustration. Enquête et évocation, c'est à lire en page 2, 5 du magazine Défi actuel de ce jour.
De scandale en scandale, cette fois, selon le journal Repère, Emmanuel Ngannou Messi avec un magistère pavé de scandales, à en croire le journal. Le mini-TP aujourd'hui comme au mini-pat hier, l'homme traîne une sulfureuse réputation d'incompétence mêlée à des mauvais rapports avec le bien public. Cette revue des corps, en tout cas, cette revue des coups foireux et des coups fumants du ministre gérant le plus gros budget public du Cameroun, c'est à lire donc dans le journal Repère de ce jour. Le journal Le Soir y voit une diabolisation des hauts cadres de l'État quand un confrère suscite notre admiration. Prosateur soucié de la perfection du style à l'image de son maître Gustave Flaubert, natif de Rouen, le docteur Diouta Pierre-Paul aime coller à une image fidèle de la réalité. Le journal Essingan s'intéresse à la sécurité de la famille du chef de l'État et l'attaque de trop contre Brenda Eyenga Bia. En ce jour donc en France pour des soins médicaux réguliers, la fille du président de la République a échappé à un raid de la malice pro-Camto qui envisageait justement lui supprimer la vie. Des négligences de certains collaborateurs de Paul Biya ont obligé la jeune dame à payer elle-même sa chambre d'hôtel et à séjourner sans sécurité du côté de Paris, nous fait savoir le journal. Le journal Intégration qui rend hommage à un héros anticolonialisme et lutte d'indépendance, l'héritage de Che Guevara africain. Panafricaniste convaincu, Wungli Masaga a participé au plus grand combat du continent de son époque. Il était donc aux côtés du président Kwame Nkrumah du côté du Ghana en tant que conseiller, ce qui lui a permis d'aider le mouvement populaire de libération de l'Angola par le biais de son représentant à Accra, le docteur Hugo Azakot de Mendez. Nationaliste de première heure, il aura mené le bon combat, celui de la véritable réunification et de l'indépendance de notre pays, celui de la conquête de souveraineté politique et économique du Cameroun, et de l'Afrique, celui de la véritable unité politique de notre continent. Les mêmes hommages lui sont rendus par le quotidien Le Jour. Wungli Masaga, né en 1936, retourné à la terre de nos ancêtres en 2020, notamment samedi dernier. Paul Biya cherchait un remplaçant à la SNH, nous informe la Voix du Centre. Le journal de la francophilie nous fait savoir que Ferdinand Ngongo continue désespérément de jouer les chercheurs de tête pour trouver le remplaçant à Adolphe Moudeki à la tête de la Société nationale des hydrocarbures. Une question qui barre la une du quotidien de l'économie, taxe sur les téléphones et tablettes. Le gouvernement peut-il reculer? En tout cas, des voix s'élèvent pour le changement du mécanisme de collecte. Le journal enquête sur les différentes pistes de sortie de crise. Dans le journal, lire l'analyse de Paul et la expert financier. Direction le Gabon à la une du journal L'Union, la CEAC à la croisée des chemins. Dans une allocution hier à l'occasion de la première édition de la journée de l'intégration régionale de l'Afrique centrale, le président Ali Bongo Ndimba, embrayant sur le thème de cette célébration, la CEAC à la croisée des chemins, a souligné combien les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir de nos États à la suite de la réforme institutionnelle intervenue cette année. Au Congo, les dépêches de Brazzaville titrent dette intérieure, l'horizon s'éclaircit pour les opérateurs économiques. Après quelques flottements constatés dans le paiement de la dette intérieure, les syndicats patronaux et les clubs de Brazzaville sont donc parvenus à lever des obstacles qui sembleraient bloquer le processus. En R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque la prestation de serment de 3 juges constitutionnels. Félix Antoine Tshisekedi défie le Parlement et le FCC. Selon le journal, le chef de l'État congolais a décidé de recevoir dans les tout prochains jours le serment de 3 nouveaux juges constitutionnels nommés il y a quelques mois. Direction la France avec le journal Le Figaro qui parle de Samuel Paty, émotion et la colère. Des manifestations dans toute la France ont salué la mémoire de l'enseignant assassiné. Un hommage national lui sera rendu mercredi prochain. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui parle de Lille, leader libéré en Ligue 1. 4-0 contre Lens. Le Lox a donc largement dominé le derby du Nord, seul en tête de la Ligue 1. Il compte 2 points d'avance sur Paris. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez
votre marchand de journaux, ça coûte simplement 400 francs CFA. On va revenir sur la grande une de Eco Matin. Camerco, les vols reprenaient faute d'assurance. Il faut également préciser par ailleurs que, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, la Camerco a une dette de 110 milliards de francs CFA. Mais pourtant, ce week-end, eh bien, les vols réguliers ont recommencé. Peut-être dans l'anonymat, on ne sait pas. Non, pas dans l'anonymat, parce que j'ai vu quand même plusieurs chaînes de télé parler de ce démarrage, de ce redémarrage de Camerco, justement concernant les vols domestiques. Mais lorsqu'on lit le journal, on se rend compte que on parle de procédures administratives. Procédures administratives. Mais si ce sont les procédures administratives qui faisaient en sorte que Camer ne décolle pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'on nous dise autre chose. Si on nous parle de l'assurance, parce que je pense que l'assurance n'est pas faite ici au Cameroun, c'est autre chose, on peut comprendre. Mais si on parle de procédures administratives, je crois que là, il y a problème. On ne peut pas annoncer le redémarrage des activités du côté de Cameroun. C'était prévu pour lundi dernier, il faut bien préciser. Alors que toutes les procédures ne sont pas encore requises pour le redémarrage. Mais maintenant, lorsque samedi dernier, ça décolle, donc, on nous dit que c'était pour la cause. C'était pour les procédures administratives. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On espère tout simplement avoir des informations sur ce sujet dans les jours à venir. Steve, when they talk about Cameco, I always say that there's something that we forget in this country. There's what we call the pride of the nation. Whatever you do is not you, it is Cameroon. It is the image of Cameroon. And I always say that if I had the position, God knows I cannot have it, of the president of this Vous ne savez absolument rien. Well, one never knows. Steve, I would dismiss anybody who has anything to do with Cameco. Because you don't tell people that the national carrier will take off. Given the date, the calendar, and it cannot take off. It means you are incompetent. It means you could not study the procedures needed. Cameroon Tribune is talking to us today about administrative procedures. When one would have expected that maybe it were technical failures, all those kind of things that were beyond Cameroon. Things that are supposed to be negotiated in Cameroon, if you cannot do it, would you be able to negotiate for international flights? Because now we're talking of only domestic flight. Will Cameco be able to leave Cameroon and go to Nigeria, leave Cameroon and go to Ivory Coast? These are things that if they cannot negotiate in Cameroon, Steve, at one point they say humility demands that you should resign. On vous comprend parfaitement. I cannot on comprend également votre colère. Mais bon, pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui, la Camerco est un gouffre à soude, donc ça vaut plus la peine d'investir là-dedans. Soit on balaie carrément l'entreprise, et bien on trouve une autre solution à ce problème aussi vite que possible. Messieurs, revenons justement à ces sujets qui nous intéressent ce matin. Je commence d'ailleurs par les grandes unes des journaux et quotidiens de langue anglaise, en commençant justement par Cameroun Insider qui nous parle justement des élections régionales prochaines. Les femmes veulent être entendues au cours justement de ces élections. Actually, Steve, when the head of states convened this electorate for December the 6th regional elections, there was this call that the gender parity should be respected, giving a reasonable proportion to women and the youth. But you will discover that what happened is far from what the president called for, what the text called for. That is why you hear people today talking of women are crying that they want to be heard. Because they did not, consider... C'est quand même curieux que parmi toutes les personnes qui sont en tout cas sur la liste pour les régionales prochaines, il n'y ait pas de femmes. Hein. Women are not as much as they would have expected. They needed a certain percentage to be given to them, women and youth. But we discovered that men have continued clinging on position. That is why the women are crying that they want to be heard, because they don't find themselves here. They don't find themselves here. When we talk of parliamentarians, when we talk of senators, when we talk of regional delegates now that will be coming in place, we don't get them as much as they would have loved to be. And Steve, remember that when you look at most countries that seem to be stable, they are being run by women. Donc il faut des femmes justement à la tête des régions dans les jours à venir. Vous, également, vous pensez comme ça? Oui, absolument, parce que lorsqu'on regarde par exemple la circulaire du chef de l'État qui indiquait justement que il faut la parité, c'est-à-dire que il y a les hommes, les jeunes et les femmes. Il fallait absolument qu'il y ait des femmes. Et je vous dis toujours sur ce plateau. Y a-t-il des jeunes d'ailleurs? Il y a des jeunes. There are youths more than women. Combien de no, jeunes? I don't have the exact number. Ils sont nombreux. Yes. La preuve c'est que vont-ils justement gagner cette élection régionale?
Ça, on ne sait pas encore, parce que c'est une élection encore Being à in the venir. list is one thing and winning is another. Moi, je pose juste les questions. Oui, ce que je voudrais indiquer, Steve, c'est que justement, il faut qu'on respecte un peu la circulaire du chef de l'État. Il faut respecter les jeunes, il faut respecter les femmes. Parce que je vous dis encore que si ce monde-ci était gouverné par les femmes, on n'en serait pas, on éviterait certains conflits. So many issues. Et donc, c'est important aussi de donner justement la gestion justement de notre quotidien à nos femmes pour voir aussi si ça pourra aller. Et donc je pense qu'il est important. Mais maintenant, lorsque même on ne respecte pas ces quotas, lorsque ces quotas même sont même respectés dans certaines élections, mais il y a du népotisme dedans. C'est-à-dire que vous allez voir un monsieur qui lui-même est député, ensuite c'est sa femme qui est maire. C'est ça le népotisme. C'est-à-dire que quand il faut même respecter ça, il y a trop de corruption, il y a le népotisme, il y a tout cela dedans. Et donc, finalement, on ne respecte absolument rien de ce que le chef de l'État décide. Il ne faut pas également oublier que sur le continent africain, justement, il y a des millénaires aujourd'hui, il y avait deux chambres, la chambre des femmes et la chambre des hommes, et ça marchait super bien. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont appris la démocratie, elle existait déjà sur le continent africain. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe du côté de Ndian? Eh bien, de ce côté-là, vous nous faites savoir ce matin, d'ailleurs, les journaux nous font savoir ce matin, surtout de Guardian Post, que le SDO est accusé d'avoir imposé les non-natifs comme dirigeants des Kondo Titi. Yes, Steve, when we are talking about this national unity, building the nationhood Cameroon, and we are talking about the role of administrators, I'm talking of SDOs and DOs, we need to be clear. There's been this, you know, our African traditions existed before DOs came, before administration came. And within these African traditions, Steve, they can appoint you as a DO, as an SDO, as a governor in any part of Cameroon. Donc pour vous, jusqu'à preuve le contraire, les sous-préfets et les préfets ne font pas réellement leur boulot. Steve, from what we have on the field, because I can cite 2-3 instances where we have DOs mingling in traditional, you know, affairs, which is not their duty. There is this term, they use it so much in French. They use it, chef de terre. Quelle terre? You just came to a region and you find a land, you want to be chef de terre. Il est chef de terre, non? De quelle terre? That is the problem, because when you look at what is happening in a Kondo Titi, they are telling you that the SDO has imposed a non-native as the chief of a Kondo Titi. Alors que ce n'est pas justement ce que déclare la loi, non? Of course, when they say non-native, it means he is not supposed to be the chief of that place. Non-native means he is not a native of a Kondo Titi. How do you take a stranger and you impose it as a chief in a village like a Kondo Titi, and then get the... Mais apparemment, ce problème revient à tous les coups. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir qu'on fasse un débat là-dessus, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que des gens viennent d'ailleurs et être chef dans un village. C'est quand même un peu embêtant. And they always do it in complicity with the administrator. Get the way the DO answers. The DO says... Ça signifie qu'il a payé, non? That is, the DO is saying that those who are accusing him are angry because he, the SDO, refused to take bribe from them. And so when you get it, you see it is just a matter of, is it because he was supposed to be there as the chief of that village, or because the bribe had to come in? So I think that administrators should they should leave the management of traditional, authority to those who are concerned. You are just an administrator and you are not a traditional ruler. Vous avez une réaction là-dessus d'ailleurs? Oui, absolument. Je voudrais dire que il faut que les gens comprennent que nos sociétés étaient bien organisées. Yes. La chefferie n'est pas élective, mais elle est héréditaire chez nous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la lignée, vous ne pouvez pas être chef. C'est comme ça chez nous. Alors, je ne sais donc pas où il y a le problème. À quel moment, à quel niveau le sous-préfet doit intervenir? Parce que si vous êtes dans une famille, de façon restreinte, vous pouvez trouver votre chef. Maintenant, lui, le sous-préfet, lui, il est simplement là pour marquer son autorité, en tout cas pour installer, pour reconnaître que effectivement c'est celui-ci qu'on nous a donné avec... Mais vous êtes quand même pas sans ignorer qu'aujourd'hui, parfois il y a des gens qui arrivent, même pas de la famille, absolument, même pas étant justement de la lignée du chef, mais deviennent chefs parce qu'ils ont payé des millions de francs CFA. C'est parce que c'est l'argent qu'on met donc en avant. Et alors que, en principe, ça ne devrait pas se passer de cette façon. Messieurs, terminons rapidement avec le concours administratif à l'ENAM, d'un scandale à un autre. Et pendant ce temps, The Advocate nous fait comprendre, non, je pense pas que c'est The Advocate, c'est Newswatch qui nous fait comprendre aujourd'hui que, eh bien, il n'y a qu'un seul candidat encore sur la liste d'attente. Candidat
anglophone, un seul. Donc, Ouais, Steve, on parlait tout à l'heure. non, mais attendez, c'est pas moi qui le dis. Steve, Hein. why I was laughing, you know, Cameroon is gradually moving from one scandal to another. Last week, Non, à l'ENAM surtout. Hein. À l'ENAM, on va de scandale en Même scandale. dans d'autres écoles, issue. dans d'autres grandes écoles. Yes. Ça, on n'en parle pas assez, mais dans d'autres grandes écoles aussi. Steve, last Voilà week, pourquoi on a parlé la Il y a semaine Lyric, dernière de il y a Lando également, Colonna, of de course. ces personnes, des autorités d'ailleurs camerounaises qui aimeraient que demain après-demain, même s'ils s'en vont, que leurs enfants restent et demeurent justement les chefs. Steve, À dire, last c'est bon, c'est devenu en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, l'hérédité. last week, Steve, Même dans on nos this, entreprises. on this issue surrounding the entrance into ENAM, papers told us last week that the Minister of Public Service indicated to Northerners that they are not intellectually fit to be admitted in the school. Now, Newswatch newspaper is telling us that from all those who were admitted in this year, only one Anglophone, which means Anglophones are that dull, they are not, intellectually fit, just like the Minister of Public Service indicated that the Northerners are not fit intellectually to be admitted into this school. That is how Anglophones are that dull, which means all those who registered, only one Anglophone qualified. And that is the Cameroon that we are building. That is what we mean by, they always talk of regional balance. Oui. That is the regional balance that is being practiced from, actually at ENAM. And when they graduate from school, these are the very administrators who will come out and start insisting that no, this is the chief who is supposed to be, this is the chief who is not supposed to be. I think that it's high time if we want to save the image. When I always talk, I say about the image of Cameroon. If we want to save the image of Cameroon, let us dig deep into this issue of fraud into exams. Nelson Mandela once said something, Steve, that if you want to kill the country, attack its educational system. When we are talking about entering into such a serious school like ENAM, we are talking of bribery, we are talking of all this kind of scandal. What will be the product? Are we not going to produce, bribe fashion, graduates from ENAM? That's why when you go to the field, you entered by bribery, you will serve by bribery, and anything that comes to you, bribery is the norm. So I think that what we have is the way we started with them, and we have started planting them from now, Steve. Merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. Et vous pensez qu'il faut changer certaines choses ou bien on va rester également comme ça? Non, il faut changer. Vous savez, il y a sur la politique de la répartition régionale, c'est-à-dire que il y a toujours les quotas. L'affaire des quotas revient partout, c'est-à-dire dans chaque région. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Parce que c'est là où l'affaire est compliquée. Parce que vous pouvez vous retrouver que il y a quelqu'un, par exemple, de l'Est qui est du côté de Yaoundé. Oui. Il n'a pas fréquenté du côté de l'Est. Et je ne sais pas, ou bien on se base sur les noms. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, la répartition régionale, c'était une bonne chose. C'était pour que toute notre diversité soit représentée dans le sphère de décision. Ça, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose en soi, c'est une bonne chose. Mais maintenant, comme je disais tout à l'heure, on ne respecte pas. Même quand c'est respecté, je dis qu'il y a le népotisme. C'est-à-dire que il y a des parents qui sont là et leurs enfants sont également là. Yes. Ils doivent mettre leurs enfants là, ils doivent mettre l'enfant de la tante et tout ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette affaire où il y a ceux qui sont en train de revendiquer que eux, ils n'ont pas aussi représenté dans justement ces résultats. Il y a ceux du Nord qui sont en train de le dire. Il y a maintenant, je crois que les anglophones aussi sont, même si ce n'est pas une ethnie anglophone, mais je crois que ceux de ce côté aussi là sont en train de dire exactement qu'il n'y a pas aussi les leurs qui sont dans ces résultats. Il y en a même ceux de l'Est aussi qui sont en train de dire que, mais écoutez, il n'y a pas de gens de l'Est ici. Donc, il y a tout cela qu'il faut organiser. Et ce qui fâche un peu aussi, c'est que le ministre de la fonction publique, à chaque moment, il fait des sorties. Or, lorsqu'il y a eu des scandales, il y a de cela, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu le scandale à l'ENAM et même à l'IRIC. Mais on a dit que, d'ailleurs, il y a une loi qui dit que c'est le premier ministre qui devait en principe faire une sortie. C'est pas lui. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il doit sortir pour dire quelque chose. Non, c'est pas ça. Quand ça arrive à ce niveau, c'est le Premier ministre qui doit faire une sortie. Merci beaucoup, messieurs Anne, pour toutes ces informations tentées par nos confrères de la presse écrite ce matin. On va pas sortir justement de cette revue de presse sans d'ailleurs garder pour la fin la grande une de l'intégration ce matin qui parle bien sûr de René Jacques Wougli Massaga, alias commandant Kisamba, qui nous a quitté d'ailleurs ce samedi 17 octobre 2020, l'un des derniers combattants même
il faut le dire, révolutionnaire, qui a d'ailleurs rendu l'âme. Il faut préciser par ailleurs que moi j'ai été surpris de savoir que Wugil Masaga avait un doctorat en mathématiques. C'était justement en 1960, il l'a eu du côté de l'université de Sorbonne. Vous l'avez bien sûr vu à la grande une des intégrations ce matin, l'héritage du Che Guevara africain, l'un des derniers survivants de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, nous a quittés samedi dernier. Oui, Steve, c'est hier que je lisais justement la biographie de ce grand homme. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque quelqu'un est vivant, on n'arrive toujours pas à cerner qui il était. Mais c'est après que je me suis rendu compte que on a perdu un grand homme, un grand Africain. Je voudrais dire que c'est hier que j'ai compris que ce monsieur était à la lutte, mais ce n'était même pas sur la dimension camerounaise. C'était sur la dimension africaine. C'est-à-dire que il était du côté du Ghana, comme d'ailleurs conseiller de Kwame Nkrumah qui était président. Oui. Ensuite, il a également participé à la lutte, justement du côté de l'Angola. Et on dit que après la lutte indépendantiste, il est allé se réfugier du côté de l'Angola, où il avait le rang même du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il avait les gardes, il avait tout en Angola. On lui avait dit, il avait le rang du chef de l'État, vous pouvez comprendre. Et lorsqu'il décide de rentrer au Cameroun, on lui dit, monsieur, comme vous voulez rentrer, si quelque chose vous arrive là-bas, revenez. Revenez chez vous. Ici, c'est le chez vous. Et donc, tout ça m'a vraiment emporté parce que c'était un peu d'émotion pour comprendre que est-ce qu'on peut encore trouver ce genre de personnalité aujourd'hui? Mais c'était des gens incroyable. C'est quelqu'un qui a toujours été un patriote qui aimait son pays. J'aime bien et je pense que cette intégration de Che Guevara africain. Che Guevara africain, on ne va pas également oublier que Che Guevara lui-même est argentin, mais allait quand même lutter pour Cuba. Et au-delà de Cuba, il est également venu sur le sol africain, justement, pour soutenir, à cette époque, dans les années de Brest d'ailleurs, pour la lutte des indépendances, pour dire aux Africains, mais oui, c'est faisable, c'est possible, justement, de retrouver votre indépendance. Vous également, vous avez un mot sur Wugil Masaga ce matin? No, actually, Steve, what I was when I read about him, I was asking myself, when he came back to Cameroon, he practically disappeared into the. Non, il n'a pas disparu là. Private. I mean, what I mean by a private life is he was not in active politics. Because what caught my attention with him was the kind of politics that he played was the politics of the masses for the good of everybody. It was not this kind of egoistic politics where you find people go into politics for their self-interest. These were people who were fighting for independence of Cameroon, not to be a senator. You never heard him wanting to be a minister, trying to be no. You know, he accepted that I have fought the good fight, like the Bible says. I have won the race, and now I saw him like somebody who is now sitting in the background and looking at what you people, and certainly he should have been loving that. Oh, look at the way these people are now doing things. Look at the way these people are now doing things, because for them it was a global, a national, concern. It was not a particular, like we have politicians who believe that I am from the south, I'm fighting about this division, I'm fighting about my region. No, but he was a Cameroonian and beyond Cameroon, an African. So that's what when I listen to him. C'est ça aussi, la particularité des grands hommes. Et je pense que Wugil Masaga en était un très grand même d'ailleurs. Mais je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Le temps pour moi de rappeler justement le thème du débat de ce matin à nos téléspectateurs. Tentative de mutinerie en Guinée-Conakry, Alpha Condé en disgrâce, c'est notre grande interrogation. Quand on sait pertinemment qu'ils étaient au moins 5 millions d'électeurs hier du côté de la Guinée-Conakry. Et bien sûr, ils sont là, en tout cas ils étaient là pour chercher, pour ne pas dire, trouver qui sera justement le prochain président de la République, même si le 3e mandat d'Alpha Condé a toujours été autant contesté. Mais je vais vous dire de passer une bonne journée, et nous allons parler tout à l'heure de la tentative de mutinerie du côté de la Guinée-Conakry, Alpha Condé en disgrâce, c'est notre grande interrogation de ce matin. Nos invités sont d'ailleurs là ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselin, bonjour à tout le grand public de DBS matin, bonjour aux techniciens, merci de m'avoir invité à nouveau. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Mes copanélistes, bien sûr. D'accord, très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau. On vous sait très occupé, vous êtes un chercheur, toujours ancré en tout cas dans vos recherches. Je rappelle que vous êtes docteur et surtout, vous êtes astrophysicien, l'un des rares d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Josselin Gros. Les commentaires que j'ai autour de moi vous plébiscitent comme un très très grand journaliste. Merci.
Je suis toujours très content quand vous me faites l'honneur de m'inviter. Je salue les techniciens de DBS, surtout cette caméraman qui nous rappelle toujours à l'os. Stand by. Stand by, stand by. Je salue les autres caméramans. Oui. Un bonjour spécial à mon aîné, mon frère, mon camarade de lutte, le professeur Belek. Oui. Qui, malgré son apparente nullité, est l'un des plus grands physiciens du monde. Du monde, du monde. Il veut que les Africains le sachent. Celui qui est assis là, c'est un des meilleurs physiciens du monde. Et c'est démontré. Du monde. Donc, je dirais, nous sommes honorés qu'il nous accorde, n'est-ce pas, sa présence pour partager avec nous notre plateau. Je te laisse présenter notre célèbre. Ne vous inquiétez pas, il est là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour. Apparemment, vous êtes célèbre maintenant, 3 ans. 3 ans. Je salue tout le monde, je salue mes co-panélistes, particulièrement Dr Mbele justement. Oui. Vous savez, il faut toujours rendre hommage à quelqu'un de son vivant et non quand il est mort. Parce que très souvent, les gerbes de fleurs, les décorations à titre posthume, ça n'a aucune valeur lorsque la personne est partie. C'est pour ceux qui sont vivants. Il faut franchement s'incliner devant l'humilité et la grandeur de ce monsieur qui, lorsqu'il est disponible, il nous accompagne dans le cadre de cet échange. Je salue, n'est-ce pas, le continent africain, je salue les Africains, je salue justement tous les Africains qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, de la Méditerranée, de l'océan Indien. Mon coup de gueule de ce matin, il sera très court et c'est un questionnement. Le jeune Tchétchène qui a décapité, entre guillemets, le professeur d'histoire français du côté de la France, est-il terroriste ou assassin? Parce que les médias français et les politiciens français, bien évidemment, ont réussi à faire comprendre l'opinion nationale française et internationale qu'il s'agit d'un terroriste qui a assassiné, n'est-ce pas, un professeur, un citoyen français qui, dans l'expression de sa liberté d'expression. Je pense également peut-être que ce Tchétchène qu'on a laissé entrer sur le territoire français a également exprimé sa liberté d'expression. À quel niveau se trouve le débat? Justement, à quel niveau se trouve le débat? Mais je vais vous dire une chose simple, on appelle ça un flying flyers. Donc vous devez savoir une chose simple, pendant que les gilets jaunes sont en train de marcher, il faut trouver une autre information pour donner libre cours à l'imagination des populations pour qu'ils aillent justement de ce côté-là. Et pendant ce temps... Mais sauf que là, actuellement, le confinement, ils sont reconfinés. Et reconfinés une nouvelle fois, c'est pour qui c'était une bonne fois pour tous. Ne vous inquiétez pas. Tuer le mouvement des gilets jaunes. Justement, c'est pour tuer le mouvement des gilets jaunes. Il y a aussi le président Badakari qui veut... Il soulève un débat important. Ah d'accord. Il soulève un débat important. Actuellement, la situation en France devrait interpeller tous les prétendus démocrates africains et du monde. Nous avons dit longtemps que la France ne peut pas être une démocratie. Aucun pays occidental ne peut être qualifié de démocratie. Sauf si cette démocratie dont on parle est la démocratie de type gréco-latine, qui sont les démocraties esclavagistes. C'est leur histoire. Mais si on pense que la démocratie est un régime de liberté, comme on vante tout le temps ce système-là, aucun pays occidental ne peut être appelé de démocratie. Alors les Français découvrent aujourd'hui qu'ils sont en dictature sanitaire. Vous voyez comment un président, l'un des plus incompétents de l'histoire de l'humanité, M. Macron, a dit instrumentalise, politise un virus artificiel pour installer l'état, maintenir la France sur l'état d'urgence permanente. Le pays. Vous avez les plus grands scientifiques français, y compris les scientifiques d'État, qui vous démontrent que le virus est dernier jour et que toutes ces mesures n'ont aucun sens, ni de manière scientifique. Je ne reviens pas sur le docteur Raoult. Vous avez le docteur, vous avez des gens comme le professeur Perron, vous avez Toussaint, ils sont très nombreux, qui sont des officiels, des spécialistes de l'État français, qui avaient chiffres, statistiques, démonstrations scientifiques, prouvent que la politique de Macron c'est de la folie actuellement. Mais pour contrer les manifestations, il politise le virus à un niveau jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, depuis, souvenez-vous lors de l'anniversaire de l'attentat de ce que vous appelez Charlie Hebdo. Là. Oui. Voilà. Et c'est pour ça ce qu'il dit est très important. On a vu comment M. Macron et son ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, font tout et tout pour qu'en France, il y ait des attentats pour détourner l'attention des Français et justifier, n'est-ce pas, l'état d'urgence et comment on dit ça, imposer les thèmes de sécurité pour déplacer le débat en France. Le Premier ministre français a dit à Charlie Hebdo, vous avez le droit de blasphémer. Et je vous ai dit ici que on a montré la une de Charlie Hebdo qui blasphème encore le prophète Mohamed, sachant très bien que ce sont ces mêmes conditions qui ont réuni, n'est-ce pas, les possibilités pour qu'il y ait attentat à Charlie Hebdo. Je ne vais pas dire plus que ça.
qui ne voient pas que les dirigeants français ont intérêt à ce qu'il y ait des attentats, quitte à les fabriquer, à créer les conditions pour qu'il y ait attentats, pour justifier la diversion en France. Vous comprenez? Donc quand j'ai dit ça, je profite de l'occasion pour prendre acte du changement de politique des Américains vis-à-vis du Cameroun. Ils ont commencé à rapatrier les terroristes. C'est une bonne chose. Nous prenons acte. Et si ce changement de cap politique américain à l'égard du Cameroun s'installe dans la durabilité, nous allons considérer les USA comme un pays ami. Nous prenons acte et nous allons continuer à observer. Oui. Mon cher gosse. L'autre coup de gueule, je termine par là. Vous avez vu l'OMS? Sur ce plateau, nous avons dit que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la sorcellerie, dirigée par une bande d'incompétents, parrainée par un voyou, un criminel, Bill Gates. L'OMS vient de dire que le confinement est une catastrophe pour les peuples, que ça accélère la pauvreté, l'appauvrissement des pays. Vous vous rendez compte? Il y a quelques mois là, qui vantait le confinement? C'est eux-mêmes d'ailleurs. Hein. Qui vantait le confinement? L'OMS. Le même OMS nous dit actuellement que le masque, il n'y a aucune preuve scientifique que le masque protège du virus. Il faut que les Africains comprennent. Quand on parlait de ça au début, il faut que les Africains comprennent. Et on continue à faire confiance à une organisation aussi incompétente, dirigée d'incompétents, corrompue par M. Bill Gates, un criminel. Vous voyez comment on se moque des gens? Maintenant, après quoi, on commence à vous dire que le confinement ne sert à rien, que le masque même ne sert à rien. Mais et tout ça, tout ce qu'ils font là, ils veulent réhabiliter leur image pour mieux imposer le vaccin. Donc, vigilance. Vigilance et toujours vigilance. Docteur Jean-Paul Belavoie également, vous avez un coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est juste exprimer une certaine opinion. Je dis que, premièrement, en France, en fait, c'est un couvre-feu, actuellement. Or, vous savez que si on veut regarder l'être humain étant un être diurne, c'est-à-dire qu'il vit plutôt la journée, c'est pas une chouette, ça ne vit pas la nuit. Donc, on va voir que la plus grande activité humaine, c'est dans la journée. Dans le Covid, s'il persiste en France, il se propagerait plutôt dans la journée. Là, il y a le plus grand nombre d'activités. Comment ça se fait qu'on fait un couvre-feu? Comme si c'était dans la nuit que le Covid... À 21h. De 21 à 6h du matin. Vous voyez, il y a une incohérence. C'est-à-dire que il y a une volonté de détournement d'intention, mais les manifestations ne se font pas la nuit non plus. Et même si les gilets jaunes voulaient défiler, ce serait la journée. La journée, c'est totalement la journée. Il y a une autre intention derrière. Peut-être que... On a détourné l'attention en tout cas. Peut-être que la nuit se passe des choses qu'on ne veut pas que le commun des Français tombe dessus. Je vous signale qu'une amende, le minimum, la première amende c'est 135 €. C'est-à-dire on est là dans les 110 000 francs. La seconde amende c'est 110 000 € aussi, mais la troisième amende monte à près de 600 000 €. CFA, je veux dire. J'ai traduit en CFA. Première amende c'est 135 €, donc 110 000 francs CFA. Oui. Seconde amende, c'est-à-dire qu'on te surprend alors que tu devais être chez toi pendant le couvre-feu, c'est encore 110 000 francs CFA. Mais la troisième monte à plus de 160 000 francs CFA. La troisième amende. Donc on voit la volonté d'empêcher les gens de s'exprimer la nuit. Ok? Voilà. Donc maintenant, pour ce qui se passe là, terrorisme ou assassinat, toujours est-il qu'à chaque fois, je dirais, pour eux c'est terroriste. Pourquoi? Parce qu'ils abattent la personne. Or, abattre la personne à répétition, voilà, c'est pour éviter que la personne dise quelque chose. Donc en fait, on parle de théorie de complot. Moi je vous dis une chose, moi j'ai longtemps vécu en France. La France n'est pas un pays libre. C'est un pays piloté de l'extérieur. Même Macron n'est qu'une figure. C'est un pays... Parce qu'un pays piloté de l'extérieur, ça se voit parce que la politique n'est pas cohérente. On voit bien qu'il ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays. Je parle de l'intérêt des Français même. Oui. Voilà. Sans compter nos intérêts à nous autres. Donc, puisque nous sommes en Afrique, il est question pour nous de nous débarrasser définitivement de la tutelle française et occidentale, y compris américaine, président. Ils ne peuvent pas être nos amis. Moi, je suis désolé pour ce que tu viens de dire. Je suis rarement en contradiction avec toi. Mais les Américains, les États-Unis d'Amérique, tant qu'ils n'ont pas fait une réforme chez eux vis-à-vis de nos frères noirs, métis et autres afro-descendants, et même les Amérindiens, ils ne pourront jamais être nos amis. Ce sont les gens qui nous ont mis en esclavage. Tant qu'ils n'auront pas fait amende honorable, ils ne seront jamais nos amis. Ils ont tué Malcolm X, ils ont tué Martin Luther King et tous les autres. Tu sais qu'il n'y a pas de contradiction là-dessus. Oui, mais moi je dis ici clairement qu'ils ne pourront jamais être nos amis. Ils pourront seulement éviter qu'on les critique à un certain moment. Mais on vous comprend parfaitement, messieurs. Il faut clarifier. Oui. Voilà un pays qui fait la guerre au Cameroun de manière spécifique depuis des années. Qui se réveille un matin. Tu sais très bien que s'il y a un homme politique qui a été en première ligne, souvent seul contre les USA, c'est celui qui est en face de toi. Donc maintenant, ils se réveillent un matin, ils disent que bon, ok, on a compris, ils commencent à nous rapatrier les terroristes. Je félicite simplement là, je dis que je prends acte
Ils croient qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est ce qu'ils ne peuvent pas. Donc là, si toi, on est en face. Okay. J'ajoute sur Macron que les politiques, il a démontré que toutes les mesures qu'il a prises contre le Covid, surtout après, entre guillemets, la première phase du virus, ce qu'ils appellent première vague, je ne peux pas utiliser leur mot, toutes ces mesures ont plutôt augmenté, n'est-ce pas, la nuisance du virus en France. Les statistiques le montrent. Autrement dit, il faut le dire, M. Macron augmente, n'est-ce pas, la contamination. La propagation, merci. Oui. Il augmente la propagation du virus en France, M. Goss. Vous voyez, quand il vous parle que le virus est plus actif en journée, c'est logique. Mais c'est la nuit qu'on fait le couvre-feu, où chacun est pratiquement chez lui. Ça veut dire qu'on augmente la propagation du virus. Parce que M. Macron, il est comme un démocrate américain. Il faut qu'il y ait du virus pour qu'il soit réélu. Et pour que lui, il est en première ligne dans le programme de vaccination mondiale. Il est en première ligne. C'est l'ami de Bill Gates. Il est en accord total avec le Biden et tous les criminels du Parti démocrate qu'il faut vacciner les gens. Donc il faut, quand le virus s'en va, tous les études le démontrent, M. Macron, lui, il crée les conditions pour propager davantage le virus. Jusqu'à preuve de contraire, même parlant de ce virus, il ne s'en sort pas toujours dans les sondages. Messieurs, puisque vous êtes là et que nous sommes là également, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Le sujet qui nous intéresse ce matin, tentative de mutinerie en Guinée-Conakry, Alpha Condé en disgrâce, c'est notre grande interrogation. Kindia est une localité de la Guinée située à 130 km de Conakry. Cette localité abrite une base des commandos rangers de l'armée guinéenne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus ont fait état de coups de feu qu'ils entendaient depuis le camp. Très tôt le matin, plusieurs médias locaux ont relayé les informations faisant état d'une mutinerie. Des militaires se seraient saisis d'armes et ont pénétré dans le camp. Deux versions au sujet des événements de Kindia ont circulé justement pendant ces 2 jours. La première indique qu'il s'agissait de soldats en colère qui revendiquaient de meilleures conditions de vie et de travail. L'opposition guinéenne dénonce un coup d'État constitutionnel, les voyant au rouge pour les droits humains en Guinée. Alpha Condé, l'homme qui veut continuer à diriger la Guinée, l'autre version faisait état de mutins venus libérer leurs camarades prisonniers militaires qui seraient détenus dans le dit camp. Les populations apeurées sont restées cloîtrées chez elles, rapportent d'ailleurs plusieurs médias nationaux. Dans un communiqué, le ministre guinéen de la Défense a précisé que les militaires sont effectivement entrés dans le camp et ont ouvert le feu. Lors de ces tirs, le colonel Mamadi Condé, qui est le commandant du bataillon spécial des commandos en attente, a été tué. La situation, selon les autorités guinéennes, est sous contrôle depuis et des ratissages seraient en cours pour mettre la main sur les mutins. 12 candidats briguent d'ailleurs le fauteuil présidentiel en Guinée et 5 millions d'électeurs étaient hier dimanche appelés aux urnes et surtout à départager les candidats. Alpha Condé, le président sortant, brigue, lui pour sa part, un 3e mandat contesté après un changement de la Constitution. Son rival de 2010 à 2015, celui d'Alain Diallo, est aussi candidat. L'élection se déroule dans un contexte de pandémie de coronavirus. Le chef de l'opposition guinéenne a voté d'ailleurs quelques minutes avant son rival, le président sortant Alpha Condé. Celui d'Alain Diallo se dit confiant. Comme vous l'avez constaté, je me suis acquitté de mon devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l'issue de ce scrutin. Le leader de l'UFDG lance un appel à ses partisans pour qu'ils fassent preuve de retenue et de responsabilité pour que ce scrutin se passe dans de meilleures conditions. D'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, tout s'est très bien passé. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce matin, on ne doute pas encore de cette élection. Accusé d'avoir plongé son pays dans la crise pour rester au pouvoir, l'ancien opposant historique est plébiscité par les militants de son parti qui, en fait, l'ont pressé d'être leur candidat à l'élection
bien sûr, d'hier. Messieurs, moi je vous poserai dans la question ce matin, cette tentative de mutinerie du côté de la Guinée-Conakry, précisément à Kindia, 130 km de Conakry, n'est-elle pas, pour le dire comme ça, un signal fort pour dire à Alpha Condé, nous ne voulons plus de toi. Président Badakani. Monsieur Gauss, vous êtes un génie, parce que la formulation de vos débats en matière de thème est toujours d'actualité et nous permet de creuser au fond de nous. D'abord, pour commencer par ce que vous appelez mutinerie, il faut rappeler que le président Alpha Condé est celui qui a opéré la réforme militaire la plus radicale en Guinée, de l'histoire de la Guinée. Oui. Quand il prend le pouvoir, il n'y a pas d'armée. Monsieur Lansalan, il ramassait, il vient chez toi, il te rend visite, tu as un frère, il met dans la mairie, dans le grade. Donc il n'y avait aucune logique militaire dans la formation de l'armée guinéenne. Quand il est venu, il a pris des mesures radicales et tout le monde était sûr que ça va lui coûter son pouvoir. Oui. Donc s'il a passé cette période-là, ce n'est pas les pseudo-mutineries de Kindia qui peuvent déstabiliser le régime guinéen. Alors nous parlons, d'ailleurs vous avez dit, la situation est sous contrôle. Oui. La situation est sous contrôle. Donc maintenant, en attendant qu'on clarifie, parce qu'il y a, comme vous disiez, il y a effectivement deux versions qui circulent, pour ne pas prendre pour agent comptant ce que dit le pouvoir, mais attendons de voir plus clair. Oui. Les deux versions que vous avez données, effectivement, sont celles qui sont en circulation. Mais souvenez-vous que ce n'est pas la première fois. À la veille du référendum constitutionnel, vous vous souvenez, oui. Il y a eu, n'est-ce pas, toujours des têtes d'agitation dans certains camps militaires guinéens qui avaient les mêmes problèmes, c'est-à-dire les mêmes problématiques, où certains éléments de l'armée guinéenne revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de travail et surtout demandaient la libération de leurs camarades. Parce qu'il y a certains, parce qu'Alpha Condé a fait face aussi à la tentative de renversement, depuis que le pouvoir, il y a donc certains militaires qui sont en prison. Et là, certains de leurs collègues demandent qu'on les libère. Vous comprenez? Donc, ça crée des petits soucis, mais ces éléments de l'armée sont extrêmement minoritaires. Extrêmement minoritaires dans l'armée aujourd'hui. Donc, le vrai débat, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. L'élection s'est passée hier de façon spectaculaire. Une affluence extraordinaire. Le calme sur toute l'étendue du territoire. Et la preuve, c'est que le leader de l'opposition, comme vous l'appelez... C'est lui d'Alain Diallo. Vous avez écouté ses propos? Oui. Il dit, calme. Faites le parallèle avec son comportement à la veille du référendum. Il va voir là maintenant, lui, il a appelé ouvertement au renversement d'Alpha Condé par les militaires. La vidéo existe. Ouvertement. Là, il y a quelques mois, hein, ouvertement. On le sait. Donc aujourd'hui, il venait dire qu'Alpha Condé fait un coup d'État, c'est amusant. Deuxièmement, dis-moi comment un opposant, il voulait mettre la Guinée à feu et à sang, qu'on a crié à feu et à sang, parce qu'il disait que pas de référendum. Il a appelé au boycott de ce référendum. Vous vous souvenez? Oui. Mais dis-moi comment aujourd'hui il va à l'élection présidentielle. C'est une interrogation, en tout cas. Non, je vous dis pourquoi il va. C'est-à-dire, il allait accompagner Alpha Condé. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a des charges graves qui pèsent sur lui. Je vous dis qu'il a appelé à un coup d'État, ouvertement. Il y a la vidéo. Quand vous appelez ouvertement à un coup d'État, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, maintenant, il veut se recrédibiliser, se blanchir, donner des gages, n'est-ce pas, à l'édifice constitutionnel de son pays. Bon, mais ça, c'est pour vous dire que cette élection-là, les conditions, c'est-à-dire, se passe dans des conditions extraordinaires. Personne n'avait même prévu ça. Au regard de la grande contestation qu'il y a eu, n'est-ce pas, contre la volonté contre le référendum constitutionnel. Deuxième élément capital pour moi, pour bien comprendre l'enjeu de cette élection, vous avez écouté RFI ce matin, sans publicité. Oh. RFI dit que vraiment, ils ne comprennent pas comment, d'abord, il y a eu une grande affluence. Et que surtout, malgré la grande affluence, il y a eu calme. Je vous dis, hein, ce matin. Donc, pour RFI, il fallait la guerre. Il fallait le chaos. Beaucoup d'affluence devait déboucher sur la guerre, sur les violences. Donc RFI ne comprend pas pourquoi ce matin en Guinée, hier, l'élection s'est déroulée dans le calme. Il n'y a eu aucun incident. Oui. Alors, ça m'appelle à dire deux ou trois choses. Un, les Africains doivent comprendre que l'Occident vit du sang. C'est-à-dire, il faut des guerres
C'est-à-dire, elle organise des guerres partout pour vivre. Ça, disons les mots crus. Parce que si tu dis pas ça cru, on ne comprend pas. L'Occident vit des guerres. Pour piller les richesses d'un pays, il vous installe dans la guerre. Et quand vous guerroyez entre vous, il ramasse les richesses. Alors, il faut du sang. Il faut du sang. Deuxièmement, on ne développe pas un pays avec 2 mandats présidentiels. Vos bêtises de 2 mandats, ces histoires qu'on nous apporte là, développer un pays, il faut du temps et de la durée pour développer un pays. Surtout, lorsque la démocratie, entre guillemets, est pilotée de l'extérieur, si ça vient dans un plat, on vous dit manger. Ça vient, on met dans un plat, dans une corbeille, on dit, la démocratie, je vends, je perds. Voici la démocratie. On porte dans une corbeille, on marche avec, on dit prenez. Ça ne marche nulle part. On développe un pays avec 2 mandats présidentiels. Donc vous êtes d'accord avec le 3e mandat d'Alpha Condé? Moi, mes positions sont connues depuis très longtemps. Je suis contre la limitation des mandats présidentiels. Je ne fais pas de ça une fin en soi. Les mandats présidentiels sont un moyen, ce n'est pas une fin. Si un président peut faire 100 000 ans au pouvoir et qu'il développe son pays, c'est qu'elle a fait ça. On voit le débat là-dessus. Si un pays estime que, bon, pour se développer, il lui faut 2 mandats, n'est-ce pas, limiter les mandats, c'est son problème. Mais ce n'est pas une fin. On ne peut pas faire de la limitation des mandats. L'objectif de la politique, ça n'a pas de sens. Maintenant, dans le fond. Mais l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie de type occidental. Les Africains ont élaboré le système démocratique le plus supérieur de l'histoire. Il faut que les gens allient le système politique africain. La démocratie africaine est le modèle le plus achevé que l'histoire ait connu. Sa solidité et ses prouesses en matière de stabilité, de progrès humain, de progrès social sont démontrées sur le temps le plus long que l'histoire ait connu. Donc du point de vue de la science historique, on ne peut pas comparer le système occidental à celui de l'Afrique. On ne comprend pas d'où vient donc le fait que les Africains soient amoureux de la friperie, de la poubelle politique occidentale qu'on appelle démocratie. Les positions sont connues. L'ODI, ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas les droits de l'homme. Mais c'est en Afrique qu'ont été élaborées les premières chartes des droits de l'homme. Vous connaissez la charte Madingue, mais bien avant, il y a d'autres chartes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est pour la dictature. Il n'y a jamais eu de dictature en Afrique dans notre histoire. Donc, cette ignorance-là doit changer. Il faut que les Africains lisent très bien leur histoire et essaient de s'abreuver, de s'appuyer, de prendre pour référence des modèles politiques qui ne peuvent pas marcher, qui ne marchent pas d'abord en Europe, dans leur pays. J'ai indiqué ici que la démocratie occidentale est esclavagiste. C'est toute l'histoire de l'Europe. Elle a cessé d'être esclavagiste le jour où ils sont devenus impérialistes. Donc ils ont exporté, n'est-ce pas, leurs problèmes, leurs contradictions ailleurs. Donc pour être en paix chez eux, il fallait qu'ils massacrent ailleurs, qu'ils créent des guerres ailleurs. Donc tant qu'il n'y a pas la guerre ailleurs, ils se massacrent. Regardez aujourd'hui en France. M. Macron est contesté partout, le peuple veut se libérer. Vous voyez, dans quel cas il met la France? C'est pareil, et c'est vrai dans toute l'Europe. Donc pour devenir au cas guinéen, mon cher gosse, moi je soutiens Alpha Condé. Tout le monde sait que j'ai eu des désaccords avec ce président, pas possible. Pourquoi aujourd'hui vous le soutenez si vous étiez en désaccord déjà à quelques instants? Il faut bien préciser pourquoi on était en désaccord. Oui. On était en désaccord à cause de, d'abord, sur le plan historique, son opposition à Sékou Touré était sujet à caution. Mais là, le débat est clos parce qu'il a reconnu la grandeur de Sékou Touré et ce que Sékou Touré a apporté à son pays. Oui. D'ailleurs, c'est sur Alpha Condé qu'on va appeler le palais Sékou Touria. Très bien, Sékou Touria. Donc, il y a ça. Deuxièmement, la manière dont il est arrivé au pouvoir, porté par M. Bolloré au pouvoir, ça, pour nous, c'était inacceptable, nous les panafricanistes. Vous comprenez? Troisièmement, sa manière intempestive de souvent donner des leçons à d'autres chefs d'État, d'une manière légère, nous a beaucoup gênés à un moment donné. Et puis, troisièmement, ce parisianisme-là, n'arrive pas à le quitter. Dès qu'il y a un problème en France, il pense qu'il est plus français que tous les autres Français. Mais entre-temps, il a changé. Il a changé radicalement. Et je vais le démontrer. Il a diversifié sérieusement les partenariats de son pays. Les gens ne le savent pas. Je dis bien sérieusement. Sérieusement. Il a décidé de sauvegarder le plus grand héritage de la Guinée, sa souveraineté monétaire. Et ça, c'est la raison pour laquelle, moi, particulièrement, j'ai décidé de le soutenir. Lorsque la France décide de faire l'écho, on fait des pressions terribles sur Alpha Condé pour qu'il dissolve la monnaie guinéenne et entre dans l'écho. Et le président Ouattara est mis à profit, à contribution pour faire pression.
Le président Ouattara va donc prendre celui d'héberger et de porter les opposants guinéens. Donc, M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidja Touré, qui habitait pratiquement à Abidjan. Il va leur donner les moyens. Les moyens vont quitter de la France, transiter par la Côte d'Ivoire pour renverser M. Alpha Condé. À cause de la question de la monnaie. Et moi, j'ai regardé, je dis, je veux voir ce qu'Alpha Condé va faire. Il a tenu ferme. Il a dit, mon pays n'entre pas dans l'écho. Je préserve ma souveraineté monétaire, mon cher gosse. Troisième raison pour laquelle je lui apporte mon soutien. Le bilan de ce monsieur en 10 ans. J'ai les chiffres ici. Vous voulez que je vous donne le bilan? Allez-y. Bon. Quand M. Akan prenait par le pouvoir, l'électricité en Guinée se limite à quelques quartiers IP de Conakry. Nous nous rappelons à l'époque que la Guinée était le pays le plus noir du monde, pratiquement. Je dis même à dire que du monde, hein, on suivait RFI, les médias tous les jours, nous parlait tous les jours de l'absence d'espace d'électricité en Guinée. En 10 ans, vous avez 4 barrages qui ont été construits et l'offre énergétique de la Guinée est pratiquement aujourd'hui à plus de 1000 mégawatts. Plus de 1000 mégawatts. Là où hier, il n'était même pas à 200 mégawatts. Ça, c'est un bilan. Oui. Vous avez en Guinée, chaque fois qu'il y a une fête nationale en Guinée, la fête, il y a une rotation de la fête en Guinée. Aujourd'hui, on fait dans telle région, demain, on fait dans telle région. Et chaque fois qu'il y a une fête, la région connaît une transformation infrastructurelle sans précédent. Parce qu'on concentre les ressources du pays dans la région pour préparer la fête. Et c'est comme ça qu'on développe, on va l'équiper. L'équipement public, des routes vont être construites. Vous avez, Alpha Condé a réhabilité et a mieux valorisé que par le passé les richesses minières de la Guinée équatoriale. Allez voir aujourd'hui à combien la Guinée vend la bauxite. Comparé à ce qui s'est passé hier. Allez voir en Guinée aujourd'hui. Le parc hospitalier de la Guinée a été complètement transformé. Il n'y avait plus pratiquement de produits techniques en Guinée, il n'y avait plus. En 10 ans, il a réhabilité pratiquement, il a doté chaque région de la Guinée d'un plateau technique de haute facture. Il y a même plus grave. Au niveau des denrées de première nécessité, Alpha Condé s'assure, à travers les magasins témoins, c'est quoi un magasin témoin? C'est que, contrairement au prix officiel, vous pouvez trouver dans ce magasin des produits de première nécessité à des prix moins chers que sur le marché. Donc l'État subventionne terriblement. Vous allez en Guinée, vous voyez ça. J'y étais, j'ai vu à MSC. Maintenant, au niveau de la route, à l'heure où nous parlons, le plus grand, la route nationale numéro 1, qui depuis 1992 n'existait pratiquement plus, c'est l'axe routier le plus important de la Guinée. Vous savez pourquoi? Non seulement ça relie toutes les régions du pays, mais ça relie la Guinée au Mali, à la Côte d'Ivoire et au Libéria, à la Sierra Leone. Vous voyez l'importance de ces axes. Alors nous parlons. Le chantier est lancé et cette route est en train d'être construite. 20 milliards de dollars d'investissement. Un partenariat avec la Chine. 20 milliards. Donc, pour vous dire que je ne quitterai pas sans parler de la connectivité de la Guinée. La connectivité, c'est-à-dire Internet. Oui. La Guinée était le pays le moins connecté d'Afrique, avec 18 habitants sur 100. Ça, c'est le chiffre de la Banque mondiale, tout ce que vous voulez, qui était connecté. Alors nous parlons. Le réseau Blackbone guinéen est en train d'être mis en place. Il va permettre à la Guinée de rattraper les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, qui sont pratiquement à près de 45% de la population connectée. C'est sous le mandat d'Alpha Guinée. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 30% des Guinéens sont sortis de la pauvreté en 10 ans. Monsieur Goss, en 10 ans. Je vous donne des chiffres incontestables. Donc, en plus donc de ce bilan, en plus de la sauvegarde de la monnaie, moi ce qui me plaît c'est ça, c'est-à-dire refuser d'entrer dans l'écho. J'ai décidé d'apporter mon soutien à ce président. Merci beaucoup, président Badakani. Je vais me tourner vers Albert Anatole ici. On parle quand même, malgré la contestation et les dizaines de manifestants tués depuis octobre de l'année dernière. On sait aussi que les gens contestaient justement ce troisième mandat. Alpha Condé, aujourd'hui âgé de 82 ans. Il s'est même écroulé la dernière fois lors d'un meeting. Mais c'est cet homme-là qui va devenir, enfin, qui cherche quand même un troisième mandat. Déjà, vous avez un peu dévoilé l'histoire. Il fallait commencer par le début. C'est-à-dire qu'au départ, il avait dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Justement. Il l'a déclaré de manière solennelle, au même titre que M. Ouattara avait déclaré qu'il ne ferait pas un troisième mandat.
Bon, il a donc justement déclaré cela, malheureusement, chemin faisant, il a changé d'avis, voilà, rétropédalage, changement de constitution, parce qu'il fallait justement engager... Ce qui est dit en tout cas aujourd'hui du côté de la Guinée-Conakry, c'est que ce sont ses partisans qui lui ont forcé la main pour ce 3e mandat. J'y arrive. Alors, nous avons tous vu les images de la contestation populaire, justement, à un 3e mandat d'abord à la révision de la Constitution, oui, pour permettre à Alpha Condé justement de briguer un 3e mandat. Nous avons vu en premier lieu M. Cellou Dalein Diallo, justement, qui portait cette consultation-là. Oui. Le bilan de cette consultation, vous la connaissez. Vous le connaissez tant pour moi. Permettez-moi d'abord d'insister sur ces 2 personnages. C'est-à-dire, qui je trouve un peu paradoxaux. Notamment les déclarations du président sortant, qui dit qu'il ne brigue pas un 3e mandat, mais qui le fait, et qui justement fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels à travers un référendum qu'il organise et qui gagne. Je pense qu'il a été très très persuasif. Vous avez de l'autre côté M. Cellou Dalein Diallo qui lui estime qu'on ne peut jamais, au grand jamais, toucher à la constitution guinéenne. Finalement, cette constitution a été touchée, c'est cette constitution qui a permis seulement à M. Alpha Condé d'aller à cette élection présidentielle et briguer le 3e mandat, à une élection à laquelle participe Cellou Dalein Diallo. Alors il faut aller y comprendre quelque chose. De ce point de vue, j'ai comme l'impression que nous avons sur le continent africain, notamment en Guinée-Conakry, des politiciens d'une autre planète. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, pour porter une contestation populaire qui est assortie, n'est-ce pas, de pertes humaines, notamment des jeunes qui portaient cette contestation, et lui, dans l'homme qui tirait, n'est-ce pas, les ficelles de la contestation. Alors, ça veut dire que franchement... Peut-être que les choses ont changé entre-temps. Les choses n'ont pas changé du tout. Du tout. Vous avez certains manifestants qui sont toujours emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas été libérés, du fait de cette contestation populaire. Vous avez des morts qui ont fait l'objet d'une enquête dans des enquêtes judiciaires. Maintenant, vous avez... Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Rien du tout. Est-ce que les problématiques, j'allais dire, les points qui portaient la contestation populaire ont changé, notamment d'abord la limitation de mandat, et ensuite le code électoral, le fichier électoral? Est-ce que tous ces éléments ont changé? Je ne pense pas. Est-ce que l'organisme, est-ce que la structuration de l'organisme en charge de l'organisation des élections en Guinée a changé? Je parle de l'organisation, c'est-à-dire de sa composante sociologique. Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé en tout temps. Et pourquoi M. Cellou Dalein Diallo est allé à cette élection? Certainement parce qu'il y a eu beaucoup, justement, tout à l'heure, le président Banakani a évoqué un certain point, c'est-à-dire le fait qu'il a pris sur lui de demander un coup d'État militaire. Mais il y a un autre élément qu'il faut noter, c'est que M. Cellou Dalein Diallo, il fait partie des réseaux français. Et il a suivi, il a signé... Alpha Condé n'en faisait pas partie, lui aussi? C'est le même système. C'est-à-dire, c'est le même système. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent qu'ils sont opposants, mais ils sont opposants pas pour justement engager une rupture du système, mais justement pour le prolonger, pour l'encadrer, peut-être au mieux pour en faire pire. Donc je pense que ça me pose quand même un problème. Il y a une dichotomie entre le discours politique et les faits, et ses faits. La deuxième chose qu'il faut remarquer également dans le cadre de cette élection, c'est quoi? Pour revenir à votre thématique, lorsqu'il y a une mutinerie, ça veut dire qu'il y a un malaise. Maintenant, d'où vient le malaise? Bon, justement, le malaise est la force systémique et structurelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des problématiques qui sont propres à l'armée, à chaque armée. À toutes les armées d'ailleurs. Oui. On a vu le cas du côté du Mali, où vous avez l'armée qui a récupéré la révolte populaire pour régler ces problèmes spécifiques, ces problèmes à elle, et qui se retrouve devant la scène politique. Vous avez la même chose pratiquement du côté de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire vous avez une partie de l'armée, c'est-à-dire qui revendique un certain nombre de choses, c'est-à-dire les meilleures conditions salariales, c'est ça qu'il s'agit, et avec les avantages irrelatifs. Vous avez, bon, c'est vrai qu'on voudrait mettre à l'espace public, n'est-ce pas, la libération de certains mutins qui ont été qui sont enfermés. Je ne pense pas que cela soit le cas. Sinon, on n'aurait pas tué justement le colonel, vous l'avez dit, le chef du camp. Voilà. Non, je pense que lorsque vous engagez une mutinerie pour libérer vos prisonniers, vous allez plutôt au sein de détention. Donc, ça ne peut pas, c'est pas... donc, je pense que là, il y a un certain nombre d'éléments. Et ce qui me renvoie à ceci, c'est-à-dire que justement, il s'agit d'une mutinerie
organisés et planifiés par d'autres mains invisibles. C'est-à-dire ceux qui ont besoin de renverser Alpha Condé aujourd'hui, qui sont adeptes de la déstabilisation, justement, pour se repositionner. Je n'ai pas envie d'entrer dans la théorie du complot, comme disait tantôt Dr Mbelek, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que est-ce parce que, comme disait tout à l'heure le président Badakani, Alpha Condé a très bien travaillé en 10 ans et qu'aujourd'hui il n'est plus l'ami de la France, il est plutôt devenu l'ami de la Russie, qu'on veut justement le renverser? Non, Alpha Condé est toujours l'ami de la France. Il est toujours l'ami de la France, c'est oui. Parce qu'il a toujours... Le problème c'est qu'il a plus... Mais actuellement on a au moins 42% des Russes du côté... non, il a diversifié. Et les Chinois également. Non, il a diversifié justement, n'est-ce pas, sa politique, non, son partenariat, voilà. Son partenariat. C'est pour cela. Parce que un contemporain a eu à dire sur le perron de l'Élysée que le Cameroun n'achète garder personne. Donc la Guinée-Conakry n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. La chasse gardée de la France. Il faut, parce que lorsque vous faites justement le bilan, puisqu'on parle de la France, lorsque vous faites le bilan, n'est-ce pas, de la politique française dans les pays de la zone francophone, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? On vous a compris, Albert Anatola ici. Docteur Jean-Paul Mbelek, je vais me tourner vers vous. Seuls les imbéciles ne changent pas. Est-ce une occasion aujourd'hui de donner un bénéfice du doute à Alpha Condé? Bon, d'abord, j'aimerais dire que tout à l'heure, là, par exemple, il n'y a jamais de contradiction entre moi et le président Badakani parce que il me dit que je suis un des plus grands physiciens du monde. Moi, je considère que c'est un des plus grands politiciens du monde. Donc, moi, je ne peux jamais être en contre le président Badakani, en fait. C'est juste pour qu'il clarifie les choses. Je sais qu'il en sait plus que moi dans ce domaine. C'est son domaine à lui, la politique. Mais donc, moi, je revenais plutôt sur mon domaine à moi, c'est-à-dire que les mathématiques, hein, c'est un outil d'investigation théorique pour un physicien. Oui. Et je trouve que on dirait qu'au niveau de la population, il y a une amélioration. C'est-à-dire que la population voit de plus en plus clair les dessins au niveau mondial des uns et des autres. Mais au niveau des dirigeants, pour atteindre leurs objectifs, ils oublient qu'ils sont des Africains. Or, chez les Africains, la parole est sacrée. Donc, il faut faire attention. Je ne fais pas de réprimande. Hein. Mais je dis qu'il faut que les prochains là qui arrivent, ils fassent attention à leurs déclarations pour ne pas être en contradiction quelques temps plus tard. Il faut vraiment qu'ils anticipent un peu les choses. Voilà. Sachant que les cimetières sont remplis de gens qui se croient indispensables. Je veux dire que moi, par exemple, j'ai beau être un des plus grands physiciens du monde, j'accepte, ok, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas indispensable. Et pour cela, il faut former rapidement d'autres qui vont prendre le relais. Parce que on ne va pas dire que la vie d'un humain est très limitée. Oui. Donc, si on a des présidents qui sont très bien, c'est le cas d'Alpha Condé, bon, Ouattara prétend que lui aussi, pourquoi il ne forme pas des gens qui, à la limite, vont les remplacer pour continuer la même politique ou mieux? Pourquoi pas? Moi, je dis ça pour le futur. Hein. Voilà. Il y a l'autre chose, c'est les résultats. La diversification des partenariats. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit plus exigeant. Les populations africaines, quand même, ne sont pas très exigeantes. Hein. Il y a un problème d'eau dans tout un quartier, ça dure des années, on ne dit rien. Hein. Kamwata, par exemple, ne donne pas l'eau au premier étage. Pourquoi? Pourquoi Kamwata ne donne pas l'eau au premier étage, du côté de Bonamou Sadi? Hein? Parce qu'ils n'ont pas assez qu'on appelle ça de pression. Ils n'ont qu'à mettre la pression puisque tout le monde paye sa redevance. Voilà. Alors, donc je pense que je pourrais dire ça la même chose pour l'excité et pour d'autres choses. Même les prix des denrées alimentaires, on n'est pas exigeant. Il faut être exigeant. Il faut que l'homme politique lui-même fasse preuve de son talent. Parce qu'il doit se plier aux exigences du peuple. Donc il faut qu'il se surpasse quelque part. Quels que soient ses dessins. Il doit se surpasser. Donc moi je pense qu'il y a un problème. Et donc une des exigences c'est que moi je pense qu'il ne suffit pas de dire que grâce à ce partenariat j'ai fait tant de barrages, j'ai l'électricité. Il faut dire que j'ai permis aux miens de fabriquer le barrage, de produire eux-mêmes l'électricité, et même d'innover. Parce que sinon, c'est dit qu'on est comme des sous-humains qui sont toujours là, et on construit la thèse raciste des autres, hein, le côté esclavagiste des autres. On est toujours là à attendre qu'il y ait un partenaire miraculeux là, qui va nous accepter mieux que l'autre, et qui va nous aider à faire un pas en avant. Non, faisons-le nous-mêmes, quoi. Voilà.
Donc, pour l'instant, je ne veux pas trop montrer la parole parce que je pense que 3A et le président Badakani pourront... On approfondit la question. Permettez-moi justement de lire quelques messages qui nous viennent d'ailleurs de la Guinée-Conakry. Moi, j'aime bien le président Badakani, mais j'ai comme l'impression qu'il ne connaît pas la Guinée. Moi qui vous écris, je vis ici et je veux qu'il se renseigne encore un peu plus. Il nous écrit depuis la Guinée-Conakry, mais il n'a pas laissé son nom. J'espère seulement que vous allez nous laisser votre nom dans un instant. Bonjour Steve, je ne suis pas d'accord avec le président Badakani. Alpha Condé est la marionnette de la France. Il doit quitter le pouvoir. Je suis guinéenne de l'Abbé et chez nous, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'infrastructure publique. Alpha Condé doit partir. Ismaël Ba depuis Ngaoundéré. Bonjour Dibier, c'est juste un salut matinal mérité que je voudrais vous adresser ce beau matin, mes frères. C'est la France, cet état criminel qui est en action en travers quelques soldats infiltrés dans l'armée guinéenne et surtout à travers M. Cellou Dalein Diallo. Quel intérêt l'Afrique va en tirer en faisant partir Alpha Condé et faire revenir Cellou Dalein Diallo, ce pro-français? Ces pays qui nous parlent de l'imitation de mandats ont mis des centaines d'années pour en arriver à l'alternance superficielle que nous voyons chez eux. Nos républiques n'ont que près de 70 ans. Tout Africain doit sortir de sa tête ces histoires d'alternance qui ne font que nous retarder. C'est Latifou Mola depuis Sokodé, c'est au Togo. Steve, bonjour à vous et à vos panélistes et à vos invités. Y a-t-il une différence entre une constitution adoptée par les députés et une constitution adoptée par référendum? Si oui, de quoi accuse-t-on Alpha Condé? C'est Anan qui nous écrit, lui également, de la Guinée-Conakry ce matin. Salut le panel, le président Badakani, très impressionnant dans le mensonge. Je suis sûr que nous, les jeunes de l'Afrique, n'allons pas vous suivre aveuglément. Les temps changent. Nous ne sommes pas à l'époque de l'Empire du Mali. La longévité se nourrit de la dictature et la dictature se nourrit de la corruption. On est dans l'impunité totale des gens du régime. L'alternance est le seul moyen pour lutter contre cette impunité, inégalité et l'inégalité des chances. Lorsque vous parlez, j'ai l'impression que vous voulez pas de problème avec le président Biya et son clan. Vous êtes décevant, en tout cas la personne ne nous a pas laissé son nom ce matin, mais elle nous écrit depuis le Togo. Toujours une autre réaction qui nous vient du Togo. Bonjour Steve et tout le panel. Nous ne voulons pas la face. Nous voilons pas la face. En Afrique, on n'a pas d'opposition. Soyons panafricains. Tous chefs d'État africains et opposants sont des marionnettes de la France. C'est Koumou Papin depuis le Togo. Bonjour Steve et à toute la grande famille d'IBS, la matinale, c'est Thompson et Anne depuis Bédi. Je salue mon président Badakani de mes 5 doigts pour la thématique de ce matin. Je vais demander aux Français d'arrêter l'instrumentalisation de certains citoyens naïfs pour créer des tensions et des guerres. Mais tout cela prendra fin bientôt parce qu'il y a des chaînes panafricaines comme DBS qui éduquent les populations africaines. La Guinée-Conakry est un pays qui a beaucoup participé à la libération de l'Afrique en versant de son sang. Il est temps que nous, panafricains, aidons la Guinée-Conakry en continuant l'éducation des peuples, en dénonçant le complot des impérialistes, surtout français, car c'est par la conscientisation massive que passera la libération totale de l'Afrique. Très bon début de semaine à vous sur le plateau. Thompson et Anne depuis Bédi, c'est ici à Douala au Cameroun. Badakani, non, je suis pas du même avis que vous sur la limitation de mandat. La personne n'a pas laissé son nom ce matin. Bonjour le panel, bonjour Steve Selingos. Mon coup de gueule de ce matin est celui de remerciement. Enfin, AES Sonel a établi le courant électrique à Fifinda, malheureusement de courte durée, juste pour 3 heures de temps. C'était vendredi. Une explosion s'en est suivie et nous sommes actuellement sans énergie électrique. Nous osons croire qu'ils reviendront aujourd'hui. Monsieur Tout, à Fulan, c'est à Yaoundé. On vous comprend, monsieur Outou, hein, pour ce problème avec la Sonel de ce côté de Fifida. La lumière a fait 3 semaines, ça. Bon, et puis elle est venue pour 3 heures seulement. En tout cas, pour monsieur Outou, vivement qu'il revienne justement pour réparer leur disjoncteur. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Messieurs, je vais vous poser une question, président Badakani. Pourquoi être contre le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara et ne pas être contre le 3e mandat de Alpha Condé? Allez demander ça aux démocrates africains. Monsieur Ngo, vous connaissez mes positions. Oui. Je ne combats pas le président Ouattara pour sa durée en termes de mandat. Oui. Je combats le président Ouattara pour ce qu'il représente et les intérêts qu'il porte. Donc, ça fait 10 ans. Et je suis très content de voir que beaucoup de gens rejoignent son combat. Tu es témoin de ce que quand nous on a commencé cette affaire,
Tu sais ce qu'on nous prédisait, non? Ça fait 10 ans. Bon, déjà, on devait être mort des morts. Oui, on devait être mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc, lorsque M. Macron vient en Côte d'Ivoire, toi tu es témoin, pour signer l'écho, j'ai dit à tout le monde que le président Ouattara vient d'obtenir son 3e mandat. Oui. Et à l'époque, on m'a insulté, non? Les gens appelaient pour m'insulter. Donc, poser la question aux démocrates africains. Moi, je vous ai déjà dit depuis longtemps, vous le savez, je ne suis pas un démocrate néocolonial. Moi, je suis allé en prison pour la démocratie. Quand tous ces gens qui parlent aujourd'hui ne pensaient même pas, ne savaient même pas ce que ça veut dire, j'étais très jeune, hein? J'avais 19 ans. Je suis allé en prison près de 7 fois dans ce pays. Et le peu de temps où j'ai passé en prison, le temps le plus court que j'ai passé en prison, c'est 6 mois. Je n'aime pas en parler par respect pour ceux qui sont morts. Mais je ne suis pas allé en prison pour une démocratie néocoloniale, monsieur. Je ne suis pas allé en prison pour que la France nous civilise démocratiquement parlant, pour que l'Occident nous civilise. Et pour ça, je préfère être seul dans mon coin que de suivre la mode de l'écervellement de certains Africains. Alors, quand on dit Alpha Condé et Ouattara, je pense qu'un téléspectateur m'a répondu là, il y a un monsieur qui a envoyé un message pour vous dire que bon, M. Alpha Condé a fait un référendum. Oui. Alors que de l'autre côté, c'est un comité d'experts qu'on a réuni. Vous comprenez? Lui au moins, il a fait un référendum. Mais moi, je n'entre pas dans les débats d'imitation de mandat. C'est connu. C'est pas pour ça que je suis contre le président Ouattara. Si le président Ouattara n'incarnait pas les intérêts les plus dangereux pour le continent africain, en ce 21e siècle, je serai avec lui. Moi, je ne gère pas la longévité au pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Des choses comme ça. Maintenant, pour répondre à certaines interpellations venant de nos amis, moi, j'aime quand les gens participent. Même quand ils me critiquent, je suis très content. Donc, j'encourage les téléspectateurs à nous critiquer davantage. Ça enrichit le débat. Alors, le bilan de la démocratie, faisons le bilan de la démocratie, 30 ans d'alternance néocoloniale. Ça fait 30 ans. Hein. 30 depuis 1990. Ok. Faisons le bilan. Faisons le bilan. Prenons le Mali. Depuis les années 90, où est le Mali aujourd'hui? En ruine. On a au 40e coup d'État au Mali. Et les alternances qu'il y a eu au Mali ont donné quoi à ce grand pays de Modibo Keïta? Quoi, monsieur Mouss? Absolument rien. Prenez la Centrafrique. Il y a eu combien d'alternances en Centrafrique? Beaucoup. Et la Centrafrique est où? En ruine, je vous réponds. Hein. Très bien. Prenons la Côte d'Ivoire. Il y a eu combien d'alternances en Côte d'Ivoire? Il y a eu Général Gué, il y a eu M. Bédié, il y a eu M. Ouattara. La Côte d'Ivoire se retrouve où aujourd'hui? Prenons le Niger. Bon, prenons les vitrines de la démocratie. Prenons les vitrines. Prenons le Sénégal. Il y a combien d'alternances au Sénégal? Senghor est parti, Diouf est venu, Wade est venu, Macky Sall. Macky Sall dit à son ministre, le président Macky Sall, respect pour sa fonction, il dit à son ministre, qui démissionne parce qu'il lui dit, je ne peux pas accepter ça, que on donne un contrat à une entreprise française, la moins 10 ans, à tout point de vue, alors que nous avons d'autres entreprises non françaises qui nous offrent le paradis, je démissionne. J'ai oublié son nom, ce jeune ministre. Enfin, monsieur le président Macky Sall nous répond que non, on ne peut pas dire ça. Ce sont les Français qui payent le salaire ici. Est-ce que le monde entier entend ça? Il a été élu démocratiquement pour dire au monde entier que les Français payent le salaire de la Guinée, du Sénégal. Et donc, on fait la démocratie dans un pays qui ne peut pas payer ses salaires. Vous voulez qu'on parle de ça? Bon, et tous les présidents qui ont été élus au Sénégal, quand ils ont le pouvoir, ils vont où? En France, direct. Vous avez dit où? En France. Il faut que les gens soient sérieux quand on parle de ça. Prenons le Bénin. On a dit que le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique, et là-bas, c'est les vitrines. Qu'est-ce que la démocratie a changé au Bénin? Le président Talon, dès qu'il a été élu, et moi je vais vous dire, nous avons soutenu le président Talon. Vous savez pourquoi? Parce que bon, il y a des gens qui n'étant pas des professionnels de la politique, ou bien n'ayant pas une grande expérience militante, ne comprennent pas souvent qu'en politique, on est obligé de choisir entre deux mots. En politique, deux mots. Et on choisit, quand on dit mot, je dis pluriel de mal. Oui. Et on choisit le moindre. C'est cela. Le moins de mal, en tout cas. On choisit le moindre. Pour qu'ils comprennent très bien. Les Français ont porté un filou qu'on appelle zinzou dans une corbeille. Et ça, avec la compétence de monsieur, l'ancien président béninois, Jair Boni. Dans une corbeille, écoutez bien, pour venir le placer président du Bénin. Et il y avait en face de lui qui? Talon. Qui lui-même était l'ancien allié de monsieur Jair Boni. Thomas et lui-même Boni. c'est un Parisien. Bon, il fallait qu'on fasse quoi? Devons-nous laisser en plein 20e siècle
début 21e siècle, qu'on porte quelqu'un à Paris dans une corbeille. Une corbeille qui ne cache même pas le fait qu'il est la propriété de Rothschild. Il s'en vante même. Monsieur Zinz se vante d'être le... Quel dit propriété? Ça veut dire qu'il appartient à Rothschild en tant qu'individu. Il se vante même de ça. Il fallait que nous laissions qu'on porte dans la corbeille, monsieur quelqu'un, on le met président, nous avons préféré Talon. Donc c'était deux mots. La peste et le choléra. Il fallait qu'on choisisse. Nous avons fait une campagne pour Talon. En sachant très bien qu'on n'attend rien, pas grand-chose de lui. Pas grand-chose. Et dès qu'il a été élu, c'est ce que peut-être Talon allait dire en France, dans le monde entier, il était en face, Hollande était là, il était ici. Il dit, mon pays c'est un désert de ressources. Il a autrement dit, il n'y a rien au Bénin. Je vous supplie de venir créer les ressources au Bénin. Mais comment tu peux être président, tu fais campagne pour prendre le pouvoir dans un pays où il n'y a rien? Nous parlons d'alternance. Alors, regardez la Libye aujourd'hui, non? C'est pas pour l'alternance. Prenez le Burkina Faso. Voilà un pays qui nous a produit Sankara, l'un des plus grands hommes politiques de l'histoire de l'Afrique. On lui a dit non, 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 il faut l'alternance. Sankara a été remplacé par qui? Monsieur Compaoré, qui aujourd'hui est ivoirien. Demain, il sera togolais. C'est-à-dire que tu diriges un pays pendant 22 ans et tu as honte d'avoir été président de ce pays. Vous ne pouvez pas dire plus. Monsieur Compaoré est parti. Il y a eu alternance. Marc Christian Kaboré, le président, il est là. Vous voyez comment le Burkina Faso souffre tous les jours. Il se passe pas un jour sans qu'on ait tué 10 personnes au Burkina Faso. Vous savez pourquoi? Toujours des attentats terroristes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a découvert des richesses extraordinaires au Burkina Faso et Paris demande au Burkina Faso de les lui céder. Et on brûle le pays. Dites-moi comment l'alternance politique peut régler de tels problèmes dans un pays. Puisque quand tu es président, tu veux travailler, on monte ton opposant pour te faire pression, brûler le pays. Comment tu vas travailler en paix? Donc, 30 ans d'alternance en Afrique, le bilan est suffisant pour que l'Africain qui a les yeux ouverts un peu comprenne que c'est de la chimère ce système politique. Et moi, Manakali, je n'ai pas peur d'être seul pour le dénoncer. Moi, je ne suis pas un populiste. Moi, je ne cours pas derrière l'opinion, moi. Nous avons démontré depuis 30 ans que nous sommes toujours en avance sur l'opinion, en soulevant des débats que personne ne voulait soulever, en abordant des questions que personne ne voulait soulever, M. Gauss. Moi, je n'ai pas peur de l'opinion. La démocratie occidentale, c'est une calamité pour l'Afrique. Et si un homme politique n'a pas le courage de le dire, il appartient à ses réseaux. Il est dans ses réseaux. Donc c'était pour clarifier cette affaire. Maintenant parlons de l'opposition guinéenne. On me dit pourquoi il soutient Alpha Condé. La dame qui dit que je ne suis pas guinéen, elle a raison. Mais des chiffres existent. Et les chiffres, elle n'a pas besoin d'être en Guinée pour les avoir. Monsieur Gauss. Est-ce que pour savoir qu'on a construit tel barrage en Guinée, c'est compliqué? Mais allez pour les documents de la Banque mondiale. Ce n'est pas une référence pour moi. Mais vous aimez bien ces chiffres-là. Mais les chiffres sont clairs. Qui peut nier aujourd'hui en Guinée, Conakry, que la situation sociale s'est améliorée? Qui peut le nier? Personne. Non seulement j'y ai été, j'ai vécu ça, mais tous les chiffres le démontrent. Tous les chiffres le démontrent. Donc les choses sont claires. Que je n'ai pas dit que la Guinée était devenue un paradis. Oh, loin de là. Mais j'ai dit que comparativement avant l'arrivée de M. Alpha Condé, les résultats sont... C'est-à-dire, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Il a un bilan qui parle pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a le soutien d'une bonne partie de la population guinéenne. Pourquoi je le préfère à Cellou Dalein Diallo? Tout à l'heure, je vous ai fait la théorie des deux mots. Ouais. Il y a deux mots, mais vous cherchez quand même le mot de mal. Oui. Je parle français. C'est pas ma langue, mais je parle français. Ça veut dire que celui qui est devant vous là, je n'ai jamais été quelqu'un qui soutenait Alpha Condé. Et lui-même, il le sait, hein? Je l'ai dit publiquement. Mais la politique, ce n'est pas des sentiments. Je ne suis pas là pour haïr quelqu'un à vie. Je ne suis pas là pour haïr quelqu'un à vie. En tout cas, vous le préférez aujourd'hui. Très bien. Très bien compris. Pourquoi? Qui est Cellou Dalein Diallo? Ce monsieur a participé à tous les gouvernements dictatoriaux supposés, puisque il lutte pour la démocratie, qui ont gouverné ce pays. Et il a pillé son pays. Il dit, pillé à un niveau le plus honteux. Cellou Dalein Diallo. Il dit pillé. Mais plus grave, monsieur Cellou Dalein Diallo, avec son complice Sidja Touré, qui a été directeur de cabinet de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, ça vous dit rien? Directeur de cabinet du président Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre. Vous voyez que c'est un réseau. Ces deux gens-là vous disent qu'il faut que la Guinée-Conakry vienne dans l'écho. Mais est-ce que les gens qui envoient le message nous savent de quoi est-ce qu'ils parlent? Il dit que la Guinée doit rentrer à l'écho, c'est-à-dire liquider l'héritage, l'un des héritages les plus importants de ce pays, sa souveraineté monétaire. Allez en Guinée. Ce que vous achetez ici à 1000 francs, vous l'achetez en Guinée à 500. Vous savez pourquoi? À cause de la monnaie.
Moi, j'ai mesuré ça. J'ai vu l'avantage d'avoir une monnaie en Guinée-Conakry. Ce que je paye ici, une veste que je paye ici, pour prendre le cas de la veste, à 1000 francs, en Guinée, j'ai l'ai à 500. Vous écoutez? Donc, ils disent de rentrer dans l'écho pour faire rentrer le pays 1000 fois en arrière. Et comment moi, Bandakani, panafricaniste, je peux soutenir ça? Je préfère entre les deux choisir quelqu'un qui me dit, ah, monsieur, moi, je ne tourne pas dans l'écho. J'ai combattu Sékou Touré pendant 40 ans, mais je reconnais qu'il a fait de bonnes choses pour le pays. Je prends ça pour avancer. De tous ces gens, Alpha Condé, on peut tout lui reprocher. Hein. Il a quand même été opposant pendant 40 ans. Hein. Oui, opposant historique en tout cas du côté de la Guinée-Conakry. Hein, condamné à mort. Et quand le condamné à mort, Sédou Diallo était où? Il était là. Au gouvernement. Donc il faut quand même que les gens soient sérieux. Donc cette histoire où on dit que bon, blanc, bonnet, à un moment donné, il faut démontrer à un moment donné que bonnet blanc n'est pas égal à bonnet blanc noir. C'est pas égal, je n'ai pas de vrai mathématicien. Bonnet blanc n'est pas égal à bonnet blanc noir. C'est deux choses différentes. Pour l'instant, Alpha Condé, c'est bonnet blanc noir. Mais vous le préférez? Sédou Diallo, c'est bonnet blanc. Et son ami Sidja Touré. On vous a compris. Oui. Troisième élément pour tout à fait, c'est que pourquoi voulez-vous que moi, Bandakani, je porte les revendications de l'opposition alors qu'elle-même a abandonné ses revendications? Monsieur Sédou Diallo, il avait juré qu'il n'y aura pas d'élection en Guinée. Il n'y aura rien en Guinée si on touche la Constitution. Ils ont mobilisé les Guinéens. Il y a eu le référendum. C'est passé. Aujourd'hui, Sédou Diallo va à l'élection. Mais ça veut dire qu'il reconnaît que... Il était hier d'ailleurs, hein, à voter même avant le président Alpha Condé. Bon, lui-même il reconnaît que la chose a non seulement changé, oui, mais c'est avantageux pour le pays puisqu'il va... Mais pourquoi vous voulez que moi je continue le combat de Sédou Diallo alors que lui-même il a abandonné son combat? Tout à l'heure je reviendrai sur ce que Belek a soulevé des choses très importantes. La question de la lutte des classes. Quand tu parles des prix qui augmentent, il demande aux gens de s'organiser, c'est très important. Professeur, on a un problème ici chez nous, en Afrique. La conscience de classe est très faible. Si vous n'êtes pas organisé, on vous écrase comme classe. Il faut que les classes populaires au Cameroun s'organisent. Et des organisations de lutte, par exemple, pour lutter contre des entreprises bandits, comme Eneo, pour lutter contre des entreprises comme Kamwata, qui augmentent les prix quand ça les prêt, qui servent très mal les populations, n'est-ce pas, parce qu'ils sont en situation de monopole. Face à des monopoles, des multinationales, ce sont des organisations populaires. Je ne parle pas des marches dans les rues. Organisations populaires, des structures qui s'organisent pour suivre les prix, pour attaquer ces entreprises-là en procès, pour dénoncer le crime. Ça marche comme ça. Mais nos sociétés, donc nos populations sont encore désorganisées à ce niveau. Merci beaucoup, hein, Président Balakani. Je vais me tourner vers vous, Albert Anatola, ici, parce qu'on avait d'ailleurs quelqu'un qui nous posait la question ce matin, du côté du Gabon, je pense, Anani, qui demandait, y a-t-il une différence entre la constitution adoptée par les députés et une constitution adoptée par référendum? D'ailleurs, du côté de la Guinée-Conakry, on est passé par un référendum, alors que du côté de la Côte d'Ivoire, on est justement passé par une réunion des députés. Sur le principe, non. Non, sur le principe, non. Mais dans l'esprit, il y a une différence. Oui. Je m'explique. Vous savez que les députés ont un mandat représentatif. C'est-à-dire du peuple. Du peuple, oui. Mais sauf que lorsque ce mandat représentatif est dévoyé, c'est-à-dire parce que quelqu'un a la majorité absolue ou obèse dans la chambre du Parlement, mais dans la chambre du Parlement, ça pose un problème. Ça, c'est important. Et là, ce n'est plus légitime. Ça, il s'agit là d'un problème. Maintenant, sur le plan référendaire, là, il s'agit le peuple exerce de manière directe sa souveraineté. Mais c'est la même chose, parce que d'un côté, le peuple exerce de manière directe sa souveraineté à travers le référendum. Maintenant, à travers les députés, le peuple exerce de manière indirecte sa souveraineté. Mais sauf que dans le cas d'espèces, notamment en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, ça a été dévoyé, le mandat... Ça veut dire qu'il y a une majorité obèse des partisans... qui a été corrompu, parce que là, le vote a été corrompu. Bon, on parle de comité d'experts, mais bon... Non, ce mandat a été corrompu. Oui. A été corrompu parce que, justement, il y a eu, n'est-ce pas, des tractations de coulisses et de couloirs, et certainement, il y a eu beaucoup de malheurs qui ont défilé par là, donc ça pose donc un problème au niveau de la légitimité. Mais sur le principe, c'est pareil. Mais maintenant, je voudrais revenir sur l'élément fondamental, c'est-à-dire que
Plus que 8 minutes à vous sortir de cette édition. Lorsque vous avez, je veux dire, d'abord, s'agissant de la parole des patriarches sur le continent africain, lorsqu'un patriarche donne sa parole, elle est sacrée. Ça, c'est important. Il doit la tenir. Il doit la tenir. Et je parle du cas, je parle de la parole donnée de M. Alpha Condé. D'abord, Alassane Dramane Ouattara, qui s'est dédié à nous après, quelques temps après. Je parle de la parole donnée par M. Alpha Condé de ne pas se représenter. Jamais, il a même utilisé le terme, jamais briguer un troisième mandat, mais qui s'est dédié par la suite. Alors, que vaut la parole d'un patriarche sur le continent africain? La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que, justement, je suis tout à fait d'accord avec le président Mbandakani, c'est-à-dire que la plupart des pays africains, en dehors de l'Éthiopie, sont très jeunes, sont allés à l'indépendance factice. Oui. Très jeunes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans le logiciel, n'est-ce pas, de cette vieille démocratie, du moins qui se revendique comme telle. Parce qu'ils ont pris le temps de construire une société, de construire la mémoire collective, de construire le peuple. La preuve, c'est que dans certains pays, lorsque vous jetez, n'est-ce pas, une peau de banane, même le sol, ça ne meurt personne, ça ne scandalise personne, c'est normal, c'est banal. Alors que, justement, parce que ailleurs c'est un gros scandale, parce que justement, il y a eu cette éducation de la population, du peuple. Nous partons sur les choses. Donc pour vous, aujourd'hui, il faut commencer par l'éducation des peuples, et surtout des populations. Non, absolument. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, justement, d'abord, nous avons de très mauvais politiciens sur le continent africain, qui ne sont pas formés. Deuxième chose, et lorsque vous avez des politiciens qui ne sont pas formés, ou très mal ils sont muselés, et qui sont très, non, pas muselés, qui sont très mal formés, et qui passent un message, un message populiste, et non pas un message vrai et réel, eh bien, on instrumentalise le peuple qui lui n'est pas justement formé. Et il faut donc que justement, attendez, M. Mbandakani, il est bien formé. Oui. Parce qu'il a fait la bonne école politique. Aujourd'hui, il est également de son rôle justement de former justement ce peuple-là. Pourquoi? Parce que lorsque un peuple est mal formé, il devient suiviste. Il devient suiviste et il a tendance justement à suivre n'importe quel vent. Dès qu'un nouveau vent arrive, oui, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui pensent que lorsque tu es opposant à X ou à Y, ça veut dire que tu vas venir changer les choses. Non, c'est notre système qu'il faut changer. Et très peu sont capables de changer ce système. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas les hommes qu'on change. Ils n'en parlent même pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce n'est pas l'homme qu'on doit changer. Le problème en place, le problème, c'est le système qu'il faut changer. Et c'est un système qui est centenaire. Ça ne peut pas mourir d'un jour au lendemain. Merci beaucoup Albert Natola. Ici pour terminer rapidement, docteur Mbelek, je vais vous poser une question simple. Ce matin d'ailleurs, Alpha Condé a été à l'élection présidentielle hier. On va dire qu'il est gagnant finalement? Bon, je retiens la question. Je ne vais pas laisser monter, mais je reviens sur ce que vient de dire 3A et je reviens sur le président Mbandakani. D'abord, je dis une chose. Moi, je me souviens de ce que disait le professeur Cheikh Anta Diop. Il disait que dans ce combat pour l'émancipation de l'Afrique, voilà, le plus important, c'est la sincérité. Le président Mbandakani est sincère. Il a prouvé. En tout cas, moi, depuis que vous le côtoyez, vous êtes avec lui? Je le côtoie, je le suis, je l'écoute. C'est une personne très sincère. On a le droit de se tromper, l'erreur est humaine. Mais je sais que lui, sans démarche, il est sincère. Et en plus, il justifie sa démarche et elle est cohérente. Ensuite, c'est un vrai politicien. Donc, à nouveau, je lui rends hommage. 3A vient de le dire aussi. C'est un vrai politicien. Donc, et quand quelqu'un envoie un message là, c'est pour se défollow, c'est pourquoi. Moi, je suis expert dans mon domaine, d'accord? On me le dit, ça ne me pose pas de problème. Ça me prend ni plus fort ni moins fort. Je sais ce que je vaux, ok? Mais le président Mbandakani, c'est la même chose en politique. C'est pas quelqu'un qu'on doit critiquer à la légère. Parce que lui, il a pris la peine de le penser plusieurs fois. Là où la personne là, improvise sur le moment, parce que l'émotion du moment ou la pensée du moment. Ce qui est leur droit absolu également, alors, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je pense qu'il faut que les... C'est leur droit... pardon? Leur droit le plus absolu de poser des questions. Relatif, pas absolu. Ça dépend. Non, relatif, c'est par rapport à quoi? Non, c'est pas absolu. Absolu, c'est que toute éternité, quelles sont les conditions? Non, c'est par rapport au contexte. Hein. Non, c'est relatif. Donc, ils ont leur droit, bien sûr, mais par rapport à quoi? On ne va pas venir démolir un monstre sacré juste parce qu'il a envie de se défouler. Il ne faut pas dire n'importe quoi, là. Ok? Le monde nous écoute quand même. Voilà. Bon, sinon, pour répondre à la question, est-ce que les résultats ne sont pas encore sortis, donc on ne peut pas dire. Bon, 5 millions d'électeurs étaient justement présents hier dans les urnes, hein, bon, du côté de la Guinée-Conakry. S'il a gagné et que la population
l'accepte et que tout se passe bien comme on espère, ben, il sera le nouveau président. Troisième mandat au Parlement, il le fera le troisième mandat. S'il n'a pas gagné, ben, celui qui aura gagné, on verra bien. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est pas la personne, comme a dit le président Badakani. C'est la politique qui fait que l'Afrique avance. Et c'est ce que moi je souhaite. Et dans le calme, parce qu'il faut qu'on arrête de se massacrer entre nous. Les vrais ennemis existent. C'est vers eux qu'il faut diriger les armes. C'est justement les vrais ennemis existent. Il faut diriger les armes vers eux. Messieurs, pour terminer rapidement, laissez-moi lire ces messages. Nous sommes conscients des nombreuses insuffisances, mais votre ordonnance risque de tuer le malade. C'est un véritable boucher des droits de l'homme. Nous viendrons à bout du néocolonialisme, activant la fibre patriotique en apprenant aux Africains à aimer l'Afrique par-dessus tout et être prêt à mourir pour elle. Le panafricanisme doit être, en tout cas, ne doit pas être du népotisme. Attention. C'est d'ailleurs, je pense, Latifou Mola qui nous a écrit ce matin. Alors, la personne ne nous a pas laissé de nom, mais c'est une personne qui nous écrit depuis la Guinée-Conakry. Steve, j'ai souvent parlé que quand ton ennemi déteste quelque chose sur toi, cette chose peut être le canal de la réussite. L'Afrique fondamentale n'avait que des royaumes et tout fonctionnait très bien. D'où vient le fait que tu es assis sur un trône et on connaît le jour, l'année et l'heure que tu vas libérer le trône dont l'ennemi a le temps de préparer ton remplaçant pour continuer à desservir le peuple. Nous voulons la démocratie à l'africaine. Que Dieu bénisse l'Afrique. Thompson et Ham depuis Bédi, ici même à Douala. Recevez mon bonjour ce matin, monsieur Ngo. Je salue votre panel. Merci pour tous ces enseignements. Mon grand président Badakani, quand tu décides de ne plus manger dans les mains de l'Occident, tu es considéré comme un terroriste. Que Dieu veille sur l'Afrique. Mes salutations, mon président Badakani. Au professeur Jean-Paul Mbelek, la bonne journée pour vous, épouse Nguesse, ici même à Douala. Bonjour le panel. Problème qu'on a en Afrique, c'est la parole donnée. Pourquoi à chaque fois tous nos présidents font un rétro-pédalage drastique? Le souci n'est pas au niveau de leur durée au pouvoir, mais plutôt la confiance. On n'a plus confiance en eux. Zachary, depuis Boya, c'est dans le sud-ouest du pays. Justement, on insiste, les télévisateurs insistent sur la parole donnée. Quand vous la donnez, eh bien, il faut justement la tenir. Merci, président Badakani. Même Macron est un employé des Rothschild. Que les Africains prennent l'exemple de la Chine. La démocratie ne nous apportera absolument rien du tout. Ahmed, depuis le Togo. C'est toujours Latifou Mola depuis le Togo. Travaillons plutôt à avoir de vraies raisons. Je suis d'accord avec Badakani. Il faut impérativement Alpha Condé pour contrer les manigances de Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall derrière la monnaie éco. C'est de la géopolitique et de la géostratégie d'un vrai panafricaniste. Merci à vous. Merci à vous également Latifou Mola depuis Sokodé au Togo. Monsieur Haïssi doit dire que entre la Guinée et la France, c'est l'amitié des forts comme celle que la France entretient avec tous les chefs d'État qui se sont tournés vers la Chine et la Russie. Monsieur Badakani, vous n'êtes pas seul. Nous sommes de tout cœur avec vous. Apparemment, vous dites que vous n'êtes pas seul. Non, vous êtes. Ils sont nombreux qui sont avec vous. Bonjour Steve. Le président Badakani a oublié de clarifier que tous les présidents sénégalais prennent leur retraite en France. Merci d'avoir réussi. Voilà, donc c'est justement, il s'appelle Eric qui nous appelle depuis, c'est souvent je pense depuis la Suisse, justement, depuis Zurich. Bonjour la matinale, c'est toujours un plaisir de vous suivre frères guinéens, soyez sages, évitez d'être manipulés la France, vos tours planent toujours sur nous. Bonjour et bon début de semaine à vous. Boris Chapelle Siméon, c'est à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Merci président, je suis particulièrement d'accord avec vous pour le soutien que vous apportez à Alpha Condé. Président, tu es super, puisque tu ne soutiens pas ce qu'il faut soutenir, mais tu apportes des arguments concrets et convaincants et c'est ça, un bon analyse politique. Chapeau à toi président. Salifou Issoufou depuis Lomé au Togo. Bonjour monsieur Steve, malheureusement aujourd'hui je ne pourrai pas suivre votre émission, je souhaite bon début de semaine avec l'ensemble des panélistes. Adamou depuis Marois. Pourquoi vous n'allez pas suivre l'émission? On a coupé le courant parce que la dernière fois c'était le cas d'ailleurs de ce côté de Marois. C'est toujours Néo qui joue à pile ou face en fait. Docteur Belek, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir monsieur. Président Badakani, merci également d'avoir été là ce matin. Ça va aller alors. Ça va aller, forcément. Albert Anatola Izi, merci également d'avoir été là ce matin. Ça fait un plaisir comme d'habitude. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, la loi des exemples est plus courte et plus sûre, alors que la loi des préceptes est tellement longue. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout bonne semaine. À demain, c'est Dieu. Au revoir.